Allô! Épisode spécial aujourd'hui. Je m'entretiens avec l'avocate en droit criminel Nada Boumefta. Nada pratique le droit criminel activement depuis plusieurs années et ça m'intéressait de m'entretenir avec elle parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup d'affaires criminelles intéressantes dans les médias et j'entendais beaucoup de gens commenter et je voulais l'opinion d'une personne qui comprend la loi, qui pratique la loi, qui est obsédée par la loi. C'est pour ça que j'ai approché Nada Boumefta, parce qu'elle est, à mon humble avis, fascinante. C'est une bonne communicatrice, elle exprime bien ses idées. Et elle l'a bien démontré dans le podcast. Le podcast est un peu lourd, je veux quand même le mentionner. On parle dans le podcast de profilage racial, d'agression sexuelle, d'aller en cours, témoigner pour des agressions sexuelles. Alors, je veux quand même le mentionner, c'est pas... on rit pas pendant 1h30, c'est comme « Oh, le droit, c'est comique ». Pas du tout. C'est des sujets très, très, très sérieux. Et je parle pas tant que ça. C'est pour ça c'est plus Nada qui prend la parole et c'est tant mieux. Parce que on veut beaucoup plus entendre l'opinion d'une avocate professionnelle que d'un ex-toxicomane qui fait juste crier sur Internet pour attirer l'attention de son père. Beaucoup plus intéressant, l'opinion de Nada à ce niveau-là. Truc important que j'aimerais mentionner, la clinique, si jamais le droit, un truc que j'ai retenu du podcast, c'est que le droit, c'est un droit fondamental. Peu importe ce que tu fais, dès que tu es en lien avec des policiers, dès que tu as un problème avec la loi, c'est super, giga important de s'associer à un avocat. Et ça, c'est gratuit et c'est disponible. C'est aussi vrai si tu n'es pas accusé de rien. Nada travaille pour la clinique juridique Saint-Michel. Allez sur la clinique juridique Saint-Michel. C'est possible, je suis allé voir sur leur site, d'avoir des rendez-vous avec des avocats gratuitement. Alors, tu as des questions sur la loi, va à la clinique juridique Saint-Michel. Pour tout ce qui est agression sexuelle, si jamais tu écoutes le podcast et tu veux porter plainte pour harcèlement sexuel, il y a Juripop. Juripop, c'est une autre clinique judiciaire qui est experte là-dedans. Et ce qui est génial avec Juripop, tu peux cliquer, il y a un truc, tu peux cliquer sur leur site internet et ça efface les traces. Alors si jamais tu vis une situation de violence conjugale, de violence à la maison, tu peux effacer tes traces, la personne va pas être au courant. Ou si jamais c'est tes parents, peu importe. Je peux comprendre que tu veux pas que ça apparaisse dans ton historique. Alors c'est ça. J'arrête de parler parce que Nada est fascinante. Et je laisse toute la parole à Nada. Bon podcast. Bienvenue parmi nous. Bonjour, c'est très gentil. Commençons très abruptement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai une grande gueule. J'utilise principalement en droit, donc j'ai la chance et l'honneur de porter le titre d'avocate et de pouvoir pratiquer dans le domaine de droit criminel et pénal et en protection de la jeunesse. OK, ça me fascine. C'est quoi le droit criminel? C'est quoi le droit criminel? Alors, c'est tout ce qui implique l'État, donc la police généralement, des enquêtes et des accusations. Donc, criminel, c'est au sens du code criminel canadien. Par ailleurs, il faut le mentionner, là, c'est applicable sur tout le territoire canadien, dont le Québec. Alors, c'est le même droit qu'en Ontario ou n'importe où ailleurs au Canada. Donc, ça, c'est important. Puis, ça vise toutes les infractions. Donc, commettre un vol, voie de fait, les agressions sexuelles, les fraudes, etc. Donc, toutes les interdictions au sens du code criminel m'amènent à intervenir comme avocate, là, tant au niveau des droits de ces gens-là. Donc, ça, on va peut-être pouvoir en parler sur d'autres sujets, mais aussi sur leur représentation, évidemment, devant la cour. Là. Est-ce qu'ils ont une défense, se faire entendre, être sûr de respecter les règles de preuve, puis amener finalement une personne à travers le processus de droit criminel, mais il y a également un volet pénal, donc tous les règlements, les amendes, par exemple, les tickets, les choses comme ça couvre le volet pénal. Mais pénal, c'est très large. Ça peut être un règlement sur les pêches et la chasse, par exemple. Mm-hmm. Un client qui a une amende pour X, Y raison qu'on commence à représenter. Donc ça, c'est criminel pénal. Protection de la jeunesse, c'est vraiment DPJ. Donc, je représente des enfants devant la cour lorsque la DPJ entre dans leur vie, mais je représente aussi parfois des parents, le père ou la mère, qui
face à des demandes de la DPJ, ont aussi leur voix et peuvent amener leur opinion dans le meilleur intérêt de l'enfant qui est au centre de ce litige-là, disons-le. Alors voilà. Il faut le mentionner, tu es avocate à la défense. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi tu as choisi la défense? Pourquoi la défense? C'est une excellente question. Mon parcours a été, je vous dirais, assez platonique, dans le sens que j'ai pas changé de voie. J'ai fait mes études normales, qui ont suivi leur cours normal. Puis j'en remercie beaucoup mes parents. J'ai été élevée dans des bonnes circonstances. Puis évidemment, en voyant des dossiers de DPJ, j'en suis encore plus consciente là, que l'éducation n'est pas atteignable et aussi accessible pour tous, même si on est au Québec, au Canada. Donc, j'ai eu un parcours pas mal normal, mais tout au long de ça, toujours une grande gueule. Celle qui parle beaucoup en classe, tout le temps dans le bulletin. Qu'est-ce qui arrive? Ah, Nada parle beaucoup, placoteuse, placoteuse, placoteuse. Fait que, déjà, le verbal était là. Et de défendre. J'avais un ticket de retard, puis j'étais comme... J'allais voir la direction. Non, là, je suis pas en retard, là. Puis, j'avais une justification. Fait que là, peux-tu me retirer, s'il vous plaît, le ticket de retard, là? Non, c'était vraiment... Faut que je sois straight, puis s'il y a des choses à défendre, moi, je suis la première à ouvrir ma grande gueule. Puis de fil en aiguille, on apprend un peu. Évidemment, il y a toujours... Adib en a parlé, là, je sais pas c'est qui fait la publicité pour ingénieurs, médecins, avocats chez les parents immigrants. Mais il faut croire que j'ai collé à cette pub. Puis on m'a beaucoup dit qu'au niveau du droit, il y avait possibilité justement d'utiliser nos connaissances puis notre éducation pour faire avancer des points ou défendre des causes. Fait que je me suis impliquée à travers mon éducation aussi. J'ai eu la chance de le faire, le temps de le faire, comme enfant dans les causes d'environnement, les causes de toxicomanie, les femmes monoparentales. Écoute, autre anecdote. Je me suis déjà battue contre mon collège privé qui voulait amener la production de nos uniformes en dehors du Québec. Puis j'étais comme, non, faut que ça reste au Québec. Puis là, on a fait venir le boss de la compagnie, on a fait venir les gens de la Chine pour venir témoigner. On a fait une espèce de mini-audience. T'avais quel âge? Où je représentais... J'étais en secondaire 4. T'avais 15 ans? Ouais, j'avais 15. Mais en fait, même que je suis plus jeune, j'ai 1 an de plus jeune que tout le monde. Fait que j'avais 14 ans et demi. Puis j'étais déjà là, j'étais comme, non, ça marche pas, vous allez nous justifier pourquoi, puis comment ça se fait que la production s'en va en Chine, puis c'est des emplois ici, puis on veut que ce soit fait au Québec, puis on était fiers de dire qu'on fait partie de ce collège-là parce que c'est fait ici. Puis là, écoute, on a Est-ce mené... que on l'a perdu, malheureusement, mais... Est-ce que l'entreprise c'était PHNT? Je n'aimerais pas de nom. Ah, génial, c'est PHNT. Wow! Alors, ils ont gagné. Mais t'avais 14 ans. Mais ils ont gagné, mais en même temps, tu sais... Ils ont perdu parce qu'ils sont chicanés une fille de 14 ans. Ils se sont fait piquer. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés. Écoute, ils nous ont même montré les caméras. Parce que nous, on plaidait aussi que les gens se faisaient maltraiter là-bas, puis c'était du cheap labor, là, qui sont pas assez payés, puis ils ont pas un environnement de travail respectable. Donc, tu sais, on donne pas ni à ici, ni aux gens là-bas d'envoyer la production là-bas. C'est un peu mon argument. Puis, écoute, ils ont fait venir leur expert de sécurité qui nous a montré des caméras dans leur usine en Chine pour nous montrer qu'il y a des lieux pour qu'ils se reposent. Puis... Mais tu sais, c'est ça, exactement. Je sais pas si... Alors, c'est un appel. Mais bon. Voilà. Mais on l'a perdu, mais on a quand même su piquer. Puis honnêtement, le collège a été très patient et très ouvert. Là. Il aurait pu juste faire comme... OK, mets ça dans ton journal d'étudiant, puis passe une bonne journée. Là, genre, ça va aller. Mais j'ai eu la chance d'être entendue. Fait que je te dirais que c'était ma première cause où vraiment, tu sais, j'avais un purpose, puis une espèce de commission qui t'écoute, puis... Ouais. Fait que... Voilà. Fait que tu comprendras que... Ça aussi, ça m'a mené un peu vers ça, mais à travers mes implications, puis si je peux me permettre, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à essayer. Les opportunités, c'est vous qui allez vous les créer. Fait que s'il y a quelque chose qui te passionne ou tu te demandes, je vais-tu aimer ça, je vais pas aimer ça, c'est de le vivre. C'est sûr qu'en pandémie, ça peut être plus complexe, mais le meilleur exemple que je peux donner, la présence de Hiba, justement, avec nous aujourd'hui au podcast, elle est en droit, elle s'intéresse, elle s'implique. Il faut mentionner que ta stagiaire est là. Exactement. Elle est avec nous aujourd'hui. Puis j'ai la chance d'avoir et de pouvoir donner du temps à ces étudiants-là pour vivre des expériences que j'ai jamais vécues, que j'aurais voulu vivre. Fait que ça, c'est toujours une question d'expérience, mais de feeling. T'sais. Moi, j'ai été faire du bénévolat dans les hôpitaux, puis j'étais comme, oh non, moi, le monde malade, là, je peux pas. Je comprends. I can't. T'sais, je revenais chez nous, j'étais genre, maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Fait que, tu sais, il y a eu tout ça. Puis après ça, avec les gens que tu rencontres, t'es influencé. Puis ça m'a mené à appliquer en droit. Puis pourquoi la défense? Écoute, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'ils sont cumulés. J'ai jamais appliqué au DPCP, j'ai jamais cherché, en tout cas pas encore. Le DPCP, c'est bien pour présenter l'État. Par exemple, exactement. Exactement, c'est un exemple de dualité dans ce qu'on vit. Mais effectivement, une des options de carrière que j'aurais pu avoir. Mais rapidement, pratique privée, tout de suite à mon compte...
rapidement. Puis, je touche du bois, mais j'ai été chanceuse aussi d'être bien entourée, des collègues très sages, avec beaucoup d'expérience. Tout est une question aussi d'environnement. Si t'es une bonne personne, everybody's gotta be good with you. Even if, là, je switch en anglais, mais même si ces gens-là ont une brin de jalousie ou te connaissent pas, ça va toujours faire partie du parcours de n'importe qui. Puis on en parlait avant l'émission, tu sais, des haters, si on peut les appeler comme ça. On va toujours en avoir devant nous, mais je voulais avoir cette espèce de contrôle sur ma carrière en étant ma propre boss, puis en essayant de développer un peu comme ça. Puis ça me mène aujourd'hui devant toi, Thomas. C'est un petit peu un échec. Ah bon, ça y est! Ça sert à rien de faire son entreprise si tu te retrouves au podcast. Je vais le mettre dans mon CV en passant. Ça va faire partie de mon CV, puis je vais être fière de le dire. Tout le monde était touché par ce que tu viens de dire et motivé. Et là, quand ils ont réalisé que la fin de tout ça, c'est pas ça mon podcast, ils ont abandonné. Ah, c'est ça, exact. T'es très impliqué dans le profilage racial, tout ce qui est... Tout à fait. Question très froide, très directe. Est-ce que le profilage racial, ça existe? Et si oui, comment ça se traduit dans le cours de justice? OK. Alors, pour répondre à ta question, oui, le profilage racial existe ici aussi, au Québec, à Montréal. Puis on en a eu jusqu'à aujourd'hui un autre exemple d'un collègue qui est avocat, membre officiel du barreau, pas de problème avec la justice parce qu'en passant, il nous vérifie à chaque année, qui se fait arrêter pour un ticket de téléphone cellulaire, mais finit menotté, collé sur le char de police avec 6 policiers autour de lui puis sa petite fille de 15 ans qui est dans l'auto. Question mark. Ça, c'est l'exemple ultime, puis j'aimerais en profiter un peu du podcast pour pas décourager ni les gens qui sont victimes ou peuvent être victimes, mais ni aussi les gens qui ça les touche pas ni de près ni de loin, d'être conscients que ça existe, puis qu'il y a une nature, et c'est ça le profilage racial, c'est d'arrêter quelqu'un sans motif raisonnable, sans soupçon de la commission d'une infraction, basé littéralement sur sa race, sa religion, sa couleur de peau, ses pensées, ça va même jusque-là. Dans le cas que je viens de te donner comme exemple, c'est sûr que quand ils l'ont arrêté, ce que le policier indique, c'est qu'il pensait qu'il était sur le téléphone au volant. Donc, il y avait suffisamment de quoi l'interpeller, en tout cas, ou le mettre de côté pour vérifier ses papiers, puis effectivement, là, lui donner probablement une étiquette de cellulaire au volant. Qui mérite que tu poses ça sur ma question? C'est pas ça la question. C'est après l'intervention policière. Pourquoi? 6, c'est beaucoup. Comment cet individu-là est passé d'un gars qui a un ticket de téléphone au volant à un suspect méga dangereux qu'on est obligé de menotter, d'entourer, de surveiller? Tu sais, c'est un exemple patent. L'exemple qu'on a eu il y a même pas une semaine ou deux, le manteau rouge North Face, qui va devenir, je pense, une espèce d'image, d'emblème de l'exemple du profilage racial. Un geste politique. Oui, on peut le voir comme ça, mais non, pas nécessairement en politique. Puis je veux pas nécessairement aller là parce que vraiment, je vous donne, je sais que je le fais avec zèle, mais un peu mon opinion d'avocate aussi face à ça, dans le sens qu'au niveau des droits de ces individus-là, ils ont été brimés. C'est évident. Que tu te fasses arrêter pour un vol qui date du 19 décembre, on est rendu en janvier, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on t'arrête, à part le fait que tu portes un manteau rouge. Question mark. Qu'est-ce que tu as été chercher de plus comme motif pour m'arrêter si c'est pas ma couleur de peau, le looking que j'ai, pour venir m'arrêter au milieu de la rue? Ma culture. Exactement, m'arrêter au plein milieu de la rue, au moment où je suis à la porte de chez moi. Jamais il aurait agi comme ça. Et la grande question, c'est si ça avait été un homme blanc dans ce même manteau-là, est-ce que la police aurait agi pareillement? Et la même question se pose dans le cas de mon collègue, confrère qui s'est fait arrêter là, de cette façon-là. Donc, ça existe, le profilage racial, même que le SPVM le définit, la Commission des droits de la personne le définit. Donc, il y en a, et en passant, il y a des commissions depuis comme 2001. Il y a eu des rapports en 2011 avec des suggestions qui ont été soumises. Donc, tu sais, la paperasse, c'est pas un mythe, c'est pas nouveau, ça a été démontré. Il y a des études, même du SPVM, qui démontrent que 4 à 5 fois plus de Noirs qui se font interpeller, Arabes et Autochtones, que la moyenne de l'homme blanc. Ça t'amène vraiment à te poser des questions. Les femmes autochtones, c'est 11 fois plus. Elles se font arrêter, cibler 11 fois plus. Puis le meilleur exemple, je me permets là, de quote Renzel Washington, qui est un humoriste aussi qui participe en tout cas à ce mouvement-là. Puis je me considère pas militante, mais vraiment plus comme avocate, qui souligne les droits de tous et chacun. Le droit, évidemment, d'être arrêté dans les normes aussi, là. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de brutalité policière, puis ça, c'est important, qu'il n'y a pas de profilage racial. Un n'est pas lié avec l'autre, OK? On a vu un extrême avec George Floyd, où là, on a vu littéralement la mort d'un homme devant nous.
Ça, c'est l'extrême, puis on le souhaite à personne, mais on le sait que ça peut dégénérer jusque-là. C'est ça le problème, puis il échoue, puis c'est filmé maintenant, c'est partagé sur les réseaux, donc on peut plus se le cacher non plus comme individu. Mais Renzel donnait l'exemple, pour revenir à ça, un bol de popcorn. Puis on l'a fait lors de notre marathon à la clinique juridique de Saint-Michel, un marathon de 12 heures, que de témoignages, Thomas, de gens qui ont vécu du profilage racial non-stop. On avait peur de ne pas combler le 12 heures, ça n'a pas arrêté. Il y a des gens qu'on a même dû laisser aller. Des exemples de gens que dès l'âge de 12 ans se font arrêter. 12 ans! T'es sur le coin de chez vous, puis embarque dans le char de police. On a des questions à te poser. Ça roule avec le... Hey, il est mineur, premièrement, là, puis t'es l'État. Froidement, pardonne-moi de t'interrompre, est-ce légal de... Je vais en revenir avec ta permission après l'exemple de Renzel sur quels sont nos droits en moment de détention. Il y a plusieurs étapes. Interpellation, détention, arrestation. Tout ça, on va démystifier ça, puis il n'y a rien de plus important, je pense, de vulgariser, puis c'est ce que j'essaie de prendre comme rôle. Renzel donnait l'exemple d'un bol de popcorn qu'on a soufflé. Dans le bol de popcorn, on a à peu près pris 10 % des popcorn, ou 20, jusqu'à 20, mettons, qui représentent la population immigrante ou de couleur. Donc, visible, qu'on voit que, toi, t'es blanc, puis moi, j'ai clairement pas la même couleur que toi, tu sais. Fait qu'on les a coloriés de noir et on les a remis dans le bol à popcorn, puis on a shaké le bol à popcorn. Puis essentiellement, ce que l'étude du SPVM nous démontre, c'est que les popcorn noirs se font sortir du bol 4 à 5 fois plus que le popcorn blanc, qui est plus présent dans la population que le popcorn noir. Question mark, là, tu sais, c'est là que tu le vois patent, c'est ça du profilage racial. On va chercher le popcorn noir dans le bol pour le sortir, et cet individu-là se fait arrêter ou interpeller beaucoup plus souvent, donc, que l'individu qui est le popcorn blanc ou d'autres nationalités qui sont pas visibles. Alors ça, je pense que c'est un exemple visuel qu'on peut donner. À l'étape maintenant des droits, premièrement, et ça, c'est une politique qui a été contestée ou qu'on conteste aujourd'hui ou qu'on a déjà soulevé. En fait, le débat a déjà eu lieu avec le SPVM, les études ont déjà eu lieu, on est passe date. Puis c'est surtout ça le problème. Puis c'est pour ça que là, on en parle peut-être plus, parce que c'est dans les réseaux sociaux, puis on le voit. On n'est plus à l'étape de le nier ou de dire que moi, ça me touche pas, fait que je sais pas si ça existe. Et l'interpellation, ça a été déjà une première ouverture. Alors, quand on parle de racisme systémique, pour prendre les mots justes, c'est un exemple patent de racisme systémique. La façon dont on utilise la loi comme elle est pour permettre un peu plus de pouvoir aux policiers d'interpellation, puis de dire à n'importe qui sur la route, par exemple, pour vérification de papier, de dire « toi, je te mets de côté ». Mais avec les études que je viens de vous donner, le « toi, je te mets de côté », comment ça se fait que c'est plus un gars noir qu'un gars blanc dans tes statistiques d'interpellation? C'est là le problème. C'est là où on voit concrètement qu'au niveau de l'interpellation, je dis pas que les policiers sont pas bons, au contraire. Je dis pas qu'ils sont pas de bonne foi, au contraire. On n'attaque pas le travail des policiers. Puis Legault l'a dit dans un tweet du 14 décembre 2020, là, si je me trompe pas, comme quoi les policiers sont bons. Puis, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la façon dont on applique cette loi-là, la façon dont on l'interprète, la façon dont les policiers ont commencé à agir par des méthodes d'enquête. Encore là, les méthodes d'enquête, ça rentre dans le systémique, dans ta politique, dans ta façon de vivre, de gérer ta société. C'est ça toute la question, le fond même du terreau. Puis je vais me permettre de dire que oui, le racisme systémique existe ici aussi, au Québec. Puis on ne prête pas de mauvaises intentions au gouvernement ni aux autorités, mais il y a un changement puis un virage qui a besoin d'avoir lieu. Fait qu'au stade de l'interpellation, tout individu a le droit au silence, OK? Ça, c'est la première chose, puis c'est le droit, je pense, le moins connu des gens. Quand la police, donc l'autorité, l'État vient t'interpeller, là, t'es en situation d'autorité, on s'entend dessus, là. Tu sais, c'est l'État qui vient devant toi, t'as le droit au silence. T'as le droit de dire « je ne parle pas, je n'ai rien à vous dire » au stade de l'interpellation. Détention, ça, t'allais poser une question, je veux pas te... J'ai déjà vu une vidéo virale américaine que je trouvais très drôle. Je me demande si c'est vrai, parce que c'est un truc que, lorsque tu te fais arrêter, voici les 3... Tu es en silence, voici les 3 choses que tu dis aux policiers, selon eux. Oui, vas-y. C'est pourquoi je suis en état d'arrestation. Première question, oui. Je suis pas à l'aise de parler de ma journée. Et est-ce que je suis libre de partir? Exactement. En fait... Si c'est pas dans ces 3 questions-là... Mais l'autre chose, par contre, Thomas, que les policiers peuvent être en droit de demander, surtout dans une situation, par exemple, d'interpellation routière, c'est de s'identifier. Donc, donner le permis de conduire, par exemple, donner les papiers d'assurance. Ça, t'es obligé de faire ça. Tu peux pas dire « Hey, je garde mon droit de silence, je veux pas te parler, moi, je m'en vais. » Oui, monsieur l'agent, évidemment, puis ça, on le dit à tout le monde, collaborer ne veut pas dire se mettre à parler. Collaborer veut dire garder un calme,
pour pas que ça escalated quickly, restez posé et posez les bonnes questions en ayant toute connaissance de vos droits. Ça, c'est important. Les gens ne les connaissent même pas. Comment voulez-vous qu'ils les appliquent? Fait que la règle que je donne, moi, littéralement, à tous mes jeunes avec qui j'ai la chance de parler de moi, ça... Moi, j'ai toujours dans le troupe, fait que j'y connaissais un peu. Ben... Veux-tu qu'on aille là, Thomas, dans les placards secrets? Veux-tu qu'on... plus tard. OK, ça m'intéresse. Je suis comme, ah oui, OK. Les côtés sombres de Thomas Levac. Ça va être le petit... C'est juste ça. Bref, le monde qui écoute le podcast, il sait. Ouais, c'est ça. Bon, ben c'est ça, mais... Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font « Ah, ouais, ça, c'est le moyen d'avoir un avocat dans sa poche arrière, je comprends. C'est une bonne affaire que Thomas ait un avocat. » Ben, écoute, tu m'as dans tes contacts anytime, puis encore plus quand la police est impliquée là-dedans, je suis là 24 heures sur 24, ça c'est clair pour moi. Fait que quand on revient sur les droits, essentiellement, vous avez le droit de vous pas le droit, l'obligation de vous identifier. Quand t'es conducteur, hein, le passager a pas d'obligation nécessairement de le faire. Lui, il pourrait juste se taire, puis ça reste là. À moins qu'il y ait des soupçons et des motifs raisonnables de mettre les gens en détention pour fin d'enquête, par exemple. Donc, exemple patent, quelqu'un vient de cambrioler... On va prendre le manteau rouge. Quelqu'un vient de voler le manteau rouge au coin de la rue. Ils viennent d'appeler la police était là. « Ah ouais, tu viens de te faire voler ton manteau rouge? » Oui, ça pop. C'est contemporain au temps, c'est contemporain à l'espace. Puis ils voient un gars avec un manteau rouge. Là, ils ont comme assez de motifs, en tout cas, ou assez de soupçons pour dire... Monsieur, peu importe ta couleur en dessous de ton manteau, on a des questions à vous poser. Il y a un autre face rouge qui vient d'être volé à 2 coins de rue. Fait que viens ici, t'es détenu pour fin d'enquête. À ce moment-là, ton droit au silence est plus que jamais applicable. Donc, tu n'as absolument aucune autre information à donner que ton nom, ton adresse à ce policier-là. Tu peux le dire, je veux appliquer mon droit au silence. Une fois que tu l'as dit, c'est important de mettre cette limite-là aux policiers. Parce qu'après, c'est facile d'embarquer dans une conversation avec eux. Ils sont professionnels. Fait que si tu te mets à poser des questions, il va répondre, puis ça va faire un back and forth. Commencer en disant... J'ai vu t'arrêter par un policier puis t'as sur le speed. J'ai beaucoup parlé. Tu sais, mais c'est pas correct. Ça nécessite même pas que tu dépasses... Il m'a pas posé de question. J'ai jasé. Ah, mais tu sais, Thomas, non, faut pas parler. On applique le droit au silence. Puis une fois qu'on est arrêté, si jamais le policier confirme que vous êtes en état d'arrestation, là, s'applique votre droit également à avoir accès à un avocat dans les plus brefs délais et l'avocat de votre choix. Même si j'ai pas d'argent. Même si vous n'avez pas d'argent. Okay. Ça n'a pas rapport. Ça, en passant, il y a un système en place et le barreau, puis on est chanceux ici au Québec, encore une fois, d'avoir accès quand même assez rapidement à des ressources juridiques au niveau de l'arrestation. Mais on en voit plein à la clinique juridique de Saint-Michel qui savent même pas par où commencer, là. C'est quoi leur problème ou qui appeler, connaissent pas leurs droits, etc., etc. Fait que, tu sais, les cliniques comme celle-là où Eche Légal deviennent très, très, très importantes, au moins pour informer les gens puis les rediriger. Mais au moment où on est en état d'arrestation, le policier va toujours vous offrir. Si vous n'avez pas d'avocat, nous, on a une liste d'avocats. Normalement, il y en a qui sont de garde. Donc, moi, je peux en faire partie. N'importe quel avocat peut en faire partie. Et il y a évidemment la liste des avocats de l'aide juridique. Il y en a qui peuvent dire commis d'office, mais on n'est pas dans les films, là. Ces avocats-là sont très compétents. C'est des collègues que je connais, que je côtoie à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'il est commis d'office qu'il est rigoureux, là, devenir avocat. C'est pas, moi, je peux pas devenir avocat dans 3 mois. Là. Pas dans 3 mois, non, c'est clair. C'est un parcours obligatoire à faire. C'est pas que tu es humoriste. Là. Tu fais pas juste avoir un open mic et tu es humoriste. Être avocat, il y a un gros processus. Si tu es avocat... Puis tu peux pas te mettre à parler comme si tu étais un avocat sans voir de conséquences face au barreau parce qu'on est un ordre, professionnel. Oui. Alors oui, tu peux perdre ton droit de pratique, puis je pourrais perdre mon droit de donner ce genre d'informations-là puis discuter de ça. Donc c'est toujours très limite, puis c'est important déontologiquement de respecter notre code, mais pour les gens, un peu comme on voit peut-être parfois dans des cas en médecine, de gens qui se font passer pour un médecin ou donnent on peut pas aller là-dedans dans cette zone-là. Le titre, on l'a acquis, puis on le paye à chaque année pour le maintenir, puis on a des obligations de formation aussi, donc il y a beaucoup de choses qu'on investit de notre côté aussi pour rester on point en droit. Ça n'existe pas un avocat qui ne comprend pas Instagram et qui ne comprend pas les médias sociaux? Ben écoute, c'est une excellente question parce que je t'avouerais que la pandémie a forcé les choses, en ce sens que la justice n'est pas du tout au même niveau que la technologie est aujourd'hui. On a un bon 40 ans de retard, oh mon Dieu, tu sais, on est encore au fax, là, Thomas, tu comprends? Fait qu'il y a ça qu'il faut rattraper. Maintenant, dans la génération, en tout cas, des collègues que je côtoie tous les jours, la plupart sont capables de catch-up, d'en venir, tu sais, ils ont passé l'étape d'envoyer des emojis puis d'envoyer des messages. On rit, mais... Non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de crimes qui sont faits sur Internet. Effectivement, puis ça, c'est des choses, si tu veux, qu'on pourra rediscuter à un autre moment donné, mais tu sais, toutes les sextos, la pornographie juvénile, les menaces, l'intimidation, il y a beaucoup de ça qui se passe aussi sur les réseaux. Si t'es à l'aise, j'aimerais en discuter
discuter maintenant. Avec plaisir. Parce que j'en ai discuté avec un informaticien qui, lui, il est hacker. Il est très impliqué dans la pornographie juvénile. Et il m'expliquait que arrêter quelqu'un pour pornographie juvénile, ça relève du rêve. C'est quasiment impossible avec les lois. Mon Dieu, complètement faux. Là. Il y a des accusations en ce moment aux criminels d'individus qui étaient en possession de ce type de matériel-là. Puis ils sont capables, avec leurs preuves, de faire le lien que c'est ton appareil, que tu as consulté, par exemple, un site Internet. Et je peux vous donner un exemple de jurisprudence. Là. J'ai pas le nom exact, mais écoute, c'était un jeune, pas d'antécédent judiciaire. Il a été jugé aux adultes, par contre, finalement, dans cette affaire-là, accusé d'avoir consulté de la pornographie juvénile. Et je tiens à spécifier, on a chronométré sur Internet le nombre de temps qu'il a passé sur cette page-là. C'est là-dessus qu'il a été déclaré coupable, c'est là-dessus qu'on le sentençait. Fait que même le 30 secondes que tu as passé là, tellement que c'est un fléau dans la société, puis encore plus aujourd'hui, avec le dark web et compagnie, quand on a la chance, puis on a la preuve d'accuser quelqu'un, l'État va le faire. La nuance que je viens de me rappeler, qu'est-ce qu'il disait, lui, c'est la production de pornographie juvénile. Il expliquait qu'est-ce qui est très difficile en ce moment. Souvent, les serveurs sont dans des pays... Le dark web, c'est ça. Oui, les serveurs sont dans des pays où ils ne sont pas dans l'Interpol. C'est le dark web, c'est ça. Alors, les producteurs, c'est clair. Les gens qui consultent ou qui en gardent des copies, mais je suis content d'entendre ça. Eux, je te le dis, là, la police est quand même capable de faire sa preuve. En défense, on a certains éléments quand même à faire prévaloir. Chaque cas est un cas d'espèce. Je dis pas que parce que tu es accusé que tu es coupable. Encore là, on n'oublie pas un des droits fondamentaux de la présomption d'innocence. Puis j'y crois fondamentalement à ce droit-là à tous et chacun. Donc, ça reste quand même à la poursuite de faire sa preuve hors de tout doute raisonnable que Thomas Levac était en possession de pornographie juvénile puis que c'est lui qui est allé chercher les photos puis Fait qu'on n'en est pas là. Mais essentiellement, oui, là, les gens qui vont consulter, monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, c'est facile là, avec les adresses IP. Mais effectivement, malheureusement, les producers ou les gens qui font malheureusement probablement la traite de personnes avec ces mineurs-là, puis qui sont non seulement dans l'illégalité, mais dans l'immoralité là, de la chose. Il y a un trou, effectivement, là-dedans, malheureusement. Continuons. Lorsque tu es arrêté, tu as le droit à ton avocat. Ensuite? Oui. Tu as le droit à ton avocat, puis en plus, dans un délai raisonnable. Alors là, ça a été tranché par la Cour suprême tout récemment dans une affaire de faculté affaiblie. Donc, si, par exemple, le policier vous amène au poste, puis on peut prendre l'exemple des 2 individus là, qui ont été ciblés de profilage racial, qui ont passé 15 à 20 minutes avec les policiers en étant en détention ou arrêtés, sans avoir droit de consulter qui que ce soit. Il y a un certain délai à un moment donné qu'on commence à se poser des questions. C'est quoi les circonstances? Évidemment, est-ce qu'on est dans un accident d'auto, puis il y a du monde qui pisse le sang, puis tu as droit à l'avocat dans les circonstances? OK, tu sais, on va il n'y a pas assez de policiers pour te surveiller en train de faire l'appel puis gérer la madame qui pisse le sang. Fait que bon, OK. Mais il y a quand même aussi un autre pendant. Tu sais, on a quand même des téléphones cellulaires maintenant, on a plus d'accessibilité, donc tu n'es plus obligé d'aller au poste pour parler d'un numéro fixe. Ton gros téléphone. Exact. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça, mais évidemment, tu sais, puis je veux pas critiquer le travail des policiers ni le droit des gens, mais il faut toujours y aller dans les circonstances, puis les policiers sont là aussi pour s'assurer de bien faire leur travail puis de le faire dans les circonstances dans lesquelles ils vont vivre. Puis, tu sais, on a eu des témoignages de plusieurs policiers de situations critiques dans lesquelles ils étaient. Ça reste des humains aussi, mais la Cour suprême est quand même venue établir que c'est dans un délai raisonnable, puis le délai raisonnable, c'est pas dans 4 heures, là, OK? Et que c'est l'avocat de ton choix. Donc, si jamais Thomas Levac veut appeler Nada Boumefta, puis c'est avec Nada Boumefta que tu vas appeler, il faut que les policiers fassent les démarches diligentes pour te permettre d'avoir accès à cet avocat-là. Parce que ça aussi, c'est un droit fondamental selon la Charte. Vous choisissez l'avocat que vous voulez, mais si vous n'en avez pas, ou sur le stress, tu ne sais pas, ou ton avocat n'est pas rejoignable, puis en passant, c'est un exemple dans la décision où l'avocat ne répondait pas, mais tu sais, ils n'ont pas fait de retentative d'appel, ils ont juste laissé écouler le temps, là, c'est pas correct. Puis son droit à l'avocat a été jugé comme brimé. Fait que c'est ça. Essentiellement, droit à silence. Les questions que vous pouvez poser si vous vous sentez à l'aise de ne pas craquer sous la pression des policiers qui peuvent user de plusieurs formes de stratégie. Bien là, t'es encore jeune. Mais là, qu'est-ce que tu faisais là? Tu sais, on veut juste avoir ta version des faits, on veut juste comprendre. On n'est pas là pour te juger. Bien, certainement, t'es pas là pour me juger, ça va être le juge qui va décider. Puis jusqu'à preuve du contraire, ici au Canada, mon droit au silence sera jamais considéré ou pris contre moi devant la cour. Mais ce que je dis, par exemple, tout est noté. Dans les films, un truc que j'entends souvent, c'est une technique policière, c'est de dire si tu nous parles pas, ça va jouer contre toi.
Ça, en passant, c'est une menace, là. Puis, je sais pas si vous écoutez District 31, mais je suis rendue à étirer cette série-là, en tout cas. Mais on s'intéresse parce qu'il y a quand même des policiers, puis il y a des procureurs, puis là-dedans. Puis écoute, des fois, mon copain, on grince des dents quand on l'écoute parce que il dépasse clairement la limite du légal en promettant, justement, « Hey, là, on a la preuve contre toi pour le meurtre, là. Si tu nous parles pas, là... » Écoute, c'est ça qui va déterminer si tu fais plus ou moins. Là. Mais écoute, ça, c'est clairement une promesse au niveau de la sentence. Les policiers ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent, par contre, ça, c'est une stratégie qu'on voit dans le District 31, débarquer avec un gros fichier en faisant croire que c'est plein de preuves contre toi. Ça peut, ils peuvent le faire jusqu'à une certaine limite. Là. J'ai déjà plaidé dans un dossier que c'était too much. Là. Surtout quand l'individu dit « je veux pas parler, je veux pas parler, je veux pas parler ». Là, ça devient clair que tu appliques ton droit au silence, c'est fini. Là. Ils peuvent pas user de stratégie pour te garder plus longtemps, par exemple. Fait que c'est pour ça que c'est important de connaître ses droits, de savoir bien les appliquer, de rester calme pour pas que ça escalate quickly. Évidemment, là, la situation change d'un homme blanc à un homme noir. Là, je vous dirais qu'on le voit là, avec ce qui se passe. Là, la police peut être plus réactive face à certains types d'individus. Mais c'est vraiment l'essentiel de tout ça. Puis après ça, toutes ces « si, peut-être », ça n'existe pas. Là. On va parler en ta faveur au juge. Non, ça marche pas comme ça. Là. C'est bon à savoir. Du tout. Puis je pense qu'il y avait on en avait discuté un peu où tu m'avais envoyé un message là-dessus sur la remise en liberté puis les riches, si c'était juste les riches qui pouvaient s'en sortir ou... Ah, mais oui, c'est une question que Oui. Mais peut-être sur cette même lancée-là, allons-y, tu peux me permettre un commentaire. Parce que ma question froidement, c'est l'idée populaire. C'est que c'est pas la même justice selon ta classe sociale et que si tu es riche, tu as droit à des bons avocats qui vont te sortir de à peu près toutes les situations. Alors la justice, c'est plus une question... Ça n'existe pas. Ça a plus rapport avec ton portefeuille. Ça, c'est l'idée populaire. Premièrement, j'aime bien comparer, même si c'est pas toujours positif, mais avec les États-Unis, on est loin des États-Unis. Là-bas, c'est vraiment all about money. C'est tout autour de ça. C'est questionnable. C'est aussi... Chaque État a ses propres droits, lois. Mais tu sais, si je peux juste donner un exemple, peut-être qui peut être frappant. Je veux commencer par frapper l'imaginaire des gens là-dessus pour amener à la réflexion, juste dans la publicité des avocats. Aux États-Unis, tu vas avoir des pancartes, des billboards, des annonces même à la télé, genre « Don't forget, call Mr. Smith, nanana ». Tu sais, ça va être des trucs comme ça. Oh, des ambulance chase. Dans les Simpsons, Leonard Hutz, c'est un vrai phénomène aux États-Unis. Exact. L'avocat véreux qui arrive « Hey! » C'est exactement c'est un vrai phénomène. Voilà, c'est pinpoint, exactement ça, Thomas. Merci pour la référence pop en plus. C'est exactement ça. Mais ici, on peut pas. On est régi par un code de déontologie qui est quand même très sérieux. À une époque, il y avait Archambault qui était sur le dos des... Oui, mais tu peux... On a le droit de faire des publicités, mais c'est très limité, tu comprends? Puis la sollicitation, faut faire bien attention à ça. C'est très régi. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger le justiciable. Le justiciable, c'est monsieur, madame, tout le monde. Pour donner un peu une définition à qu'est-ce que c'est qu'un justiciable, c'est toi, c'est moi. À partir du moment où on est dans une société démocratique avec des règlements, on devient des justiciables. Le justiciable, j'aime ça. C'est mieux que citoyen, le justiciable. Citoyen, mais justiciable aussi. Puis c'est, tu sais, dans nos vies, que ce soit par exemple à la régie du logement, à l'immigration, des PJ, à un certain moment donné, on va toucher à cette loi-là ou à une loi quelconque, ou quand on fait des demandes de privilèges, par exemple, avoir un permis de conduire, avoir un passeport, on devient justiciable, on devient régi par des lois et une justice que la société a décidé d'accepter puis d'appliquer partout. Fait qu'essentiellement, pour revenir à ça, c'est un des exemples, point. Fait que quand on part de cette prémisse-là où c'est pas tout par rapport à l'argent, la question, est-ce qu'on a accès, est-ce que les gens qui ont plus d'argent peuvent se permettre... Oui, la réalité, c'est qu'ils peuvent se permettre des avocats de plus d'expérience. C'est vrai. Puis je suis la première, malheureusement... Ou déjà plus d'avocats. En fait, premièrement... Plus d'avocats. Ça, c'est une étude du barreau en passant. On est trop d'avocats. Ça a été déterminé. Puis surtout, les jeunes qui ont 10 ans et moins de barreau, on est beaucoup, là. OK? C'est saturé. Il y en a beaucoup qui trouvent pas d'emploi. Il y en a beaucoup qui sont obligés de changer de branche, littéralement. Fait que, tu sais, ça, on le vit, on le voit. C'est pas une question du nombre d'avocats disponibles. C'est plus une question... tu sais, justement, écoute, je vais le dire bien honnêtement, il y a un problème aussi avec l'État, avec l'aide juridique. Tu sais, ça, c'est un système qui permet aux gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'avocat de leur choix. C'était ça le but de l'aide juridique aussi, c'était de permettre aux justiciables, monsieur et madame tout le monde, même si tu fais pas 100 000 par année et tu t'appelles pas X, t'aies accès quand même à nada ou mefta, mettons. Tu sais, mais... Là, je suis en train de pomper. Là. Tu vas bien? Je me pompe, là. Mais... En passant, ma tête passe encore le code de porte, là. Inquiétez-vous pas, là. Mais les tarifs sont tellement illusoires, limite insultants, Thomas, que, à un certain moment donné dans ta carrière,
tu te mets à refuser des mandats d'aide juridique parce que, sérieux, j'irais travailler au McDo, je ferais plus de cash. Puis pour le travail que je vais mettre, les recherches que je vais mettre, les représentations que je vais mettre, les consultations, la disponibilité aux clients, tout ça, tu sais, ton dentiste, tu vas pas arriver le voir faire comme « Ouais, ben, ta carie qui vaut 600$, ben, j'ai juste 50$. C'est correct, tu m'as fait-tu pareil? » Non. Tu comprends? À un moment donné, je peux pas. Et par moyen, là, c'était rendu que j'imprimais de mes poches puis je payais de mes poches pour arriver avec des documents prêts devant la cour. C'est comme too much, là. Tu sais, on dépasse vraiment la limite du raisonnable, honnêtement. Puis, tu sais, souvent, quand au début de notre carrière, on en accepte beaucoup. Parce que faut faire de l'expérience, puis on veut apprendre, puis on veut souvent aider beaucoup de gens. Mais, tu sais, à un certain moment, malheureusement, ça devient plus accessible, donc, pour une partie de la société qui n'a pas nécessairement les moyens. C'est là où il y a une espèce de fissure. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont moins de droits? Non. Comme je vous dis, mes collègues à l'aide juridique sont très compétents. Puis je les salue d'abord, d'ailleurs, puis que ce soit dans n'importe quel district, là, Montréal, Saint-Jérôme, il y a des équipes en place d'aide juridique, d'avocats, comme je vous dis, très compétents. Donc, tu sais, normalement, face à la justice, on devrait avoir le même type de professionnalisme, de respect des lois, d'études de dossiers, de présentation devant la cour. Ça, c'est peut-être dans ma petite tête de perfection. La réalité, j'espère qu'elle est ça, mais la réalité, Thomas, c'est qu'on le voit. Et c'est pour ça qu'on crée, entre autres, des cliniques juridiques comme Hoche Légal, comme la clinique juridique de Saint-Michel, pour permettre à ce monsieur, madame, tout le monde-là, au moins d'avoir accès à une première source d'information juridique qui va déjà mieux les guider, ou même juste leur faire comprendre que, hey, t'as des droits, là! Mm-hmm. Tu peux aller contester ça, là, tu le sais, genre, puis essayer d'encadrer un peu, puis d'aider. Puis ça, c'est la réalité des gens qui n'ont pas de contact avec des professionnels, qui savent pas par où commencer. Des fois, Google, quand tu prends le premier nom, ça te charge à la minute. T'as pas les moyens. Fait que tu vois un peu l'espèce de problématique. Puis malheureusement, on le voit, oui, chez les gens qui sont marginalisés, les communautés plus éloignées ou les communautés qui viennent tout juste d'émigrer, par exemple. On le voit, c'est une nécessité. Il faut le mentionner, il y a des gens qui parlent ni français ni anglais sur notre territoire. Il y a ça, exactement. Puis on le voit, puis je peux t'en donner plein d'exemples de différentes nationalités en criminel, des gens qui se font arrêter, qui comparaissent devant le juge, puis ça parle pas un mot français, parle pas un mot anglais, mais ils ont quand même des droits, ces gens-là, tu comprends? C'est des justiciables. Oui, exactement, c'est des justiciables. À partir du moment que tu as les deux pieds sur le territoire canadien, tu l'es, puis que tu as un statut d'immigration pas clair ou un statut de citoyen canadien, le droit criminel puis la charte s'applique à tous face à l'État. Puis ça, c'est important aussi que les gens le comprennent, là, vraiment. Parlons de Gilbert Rozon. Je suis dans le milieu de l'humour. Gilbert Rozon, l'idée populaire, c'est que il est coupable. C'est quand même sûr qu'il est coupable, mais il a été déclaré non coupable devant une cour de justice. Qu'est-ce qui s'est produit? OK. Premièrement, il faut être clair. Essayer un peu de démystifier pour tous les justiciables à la maison ce concept-là du droit criminel et d'amener, par exemple, à un verdict d'acquittement ou de culpabilité chez quelqu'un. Un acquittement ne veut pas dire, et surtout dans le cas de Rozon, oui, surtout dans le cas de Rozon, où son témoignage a été jugé crédible, le témoignage de la dame a été jugé crédible, il l'a dit, le juge l'a dit, la témoin, la victime, je la crois. Mais il y avait tellement de points qui n'étaient pas, qui avaient des distorsions, et elle croyait le témoignage aussi de Rozon, ça a amené quoi? Un doute raisonnable. Et ça a empêché en droit de déclarer quelqu'un hors de tout doute raisonnable. Le fardeau, c'est ça le mot-clé, le fardeau de preuve est plus grand en criminel, c'est sûr, parce que la personne peut risquer de la détention, qui est l'ultime privation de liberté sur un territoire, que je t'emprisonne, que je t'empêche de faire quelque chose, et même en cours de processus, les gens, en passant, ont des conditions à respecter, là. Donc, c'est quand même une certaine privation de ton déplacement, de tes contacts, de ta façon d'être ou d'agir, qui sont imposées par l'État. Donc, c'est sûr que la présomption d'innocence, qui est la base même de notre droit au niveau criminel, ça veut dire que c'est pas à toi de démontrer que tu l'as pas fait. C'est à l'État de démontrer hors de tout doute raisonnable qui est le plus haut fardeau dans toute la justice de preuve à atteindre, que tu l'as fait exactement à ce moment-là, que tu as fait exactement les gestes reprochés, puis que c'est toi qui étais là. Il y a plusieurs facteurs, éléments à démontrer, dépendamment de l'infraction. Ici, on a en fait deux cas, Salvaille et Rozon, de cas où c'est des versions contradictoires. C'est qu'est-ce que Thomas dit versus qu'est-ce que Nada dit. Et là, il y a des critères en droit qui sont très, très clairs que le juge doit suivre suivant un arrêt qui s'appelle Arcon WD. Je ne ferai pas un cours de droit plate. Mais le juge doit suivre ces critères-là un à un avant de déterminer si la personne est coupable ou acquittée. Puis si tu veux, je peux te les lire, les critères. Comme ça, on va
On va être clair. On va être clair. Puis surtout que c'est des critères que les gens ne connaissent pas. Puis ils pensent souvent qu'on va se baser, par exemple, sur le témoignage de quelqu'un en fonction de j'ai des préjugés, je pense pas qu'il dit la vérité. L'opinion publique. Le juge n'a pas sa place dans cette ère-là. Le juge doit être impartial, le juge doit écouter la preuve qui est présentée devant lui, et en fonction du casse-tête, parce que ça devient un casse-tête qui est présenté devant lui, est-ce qu'il y a enough pieces, y a-t-il assez de morceaux pour que je vois la face à Thomas clairement, puis c'est lui. C'est ça la question. Puis s'il y a un morceau de puzzle qui manque, je peux pas te déclarer coupable. Mais ça veut pas dire que je crois pas à la victime, puis ça veut pas dire que je dis que ce qu'elle a dit contre toi, c'est pas vrai. C'est pas ça. Puis encore plus dans le cas de Roson. Dans le cas de Salvaille, il y a eu des contradictions un peu plus grandes, puis il y a eu aussi toute une preuve qui s'est déployée par la suite, qui est littéralement venue... la juge n'a pas pu conclure, hors de tout doute raisonnable, qu'il était coupable, mais tu sais, elle croyait pas tant la version vraiment ni de un ni de l'autre dans ce cas-là. Je vais quand même vous lire les critères. Ils sont 3. Ils sont déterminés par la Cour suprême. Et c'est les questions que le juge doit se poser. Donc là, toi, tu viens de parler, tu as raconté ton histoire. Moi, je viens de parler, j'ai raconté mon histoire. J'ai pleuré. Toi, tu as une foule derrière toi avec des pancartes. Le Journal de Montréal est avec toi. Tout le monde en parle. Normalement, là, moi, je suis juge. Là. Je suis de même. Tout ce qui est autour de ce qui se passe dans ma salle de cours ne m'appartient pas. Et je ne base pas ma décision là-dessus. Ça, il faut que ce soit clair. Est-ce qu'on peut avancer que c'est utopique? Possiblement, à l'ère des réseaux sociaux dans laquelle on est. Possiblement, à l'ère où on peut communiquer avec des collègues, des confrères, tant à la défense, tant à la poursuite. Mais quand un juge a ce devoir-là et cette obligation-là de trancher sur un acquittement ou une déclaration de culpabilité, il va devoir justifier sa décision. Et c'est là où les décisions écrites deviennent très importantes pour comprendre s'ils ont appliqué ces critères-là et est-ce qu'ils les ont bien appliqués. Donc, s'ils se basent que sur ce qu'ils entendent ailleurs, puis « Oh mon Dieu, c'est un coupable », puis « C'est donc bien un sale », puis « Oh mon Dieu, il y a eu une autre vague #MeToo », puis c'est pas correct, puis... Ben la justice est pas là. Je comprends. Vraiment pas. Puis c'est pas le rôle ni la place du juge. Puis dans sa justification, si ça tend à être là, puis la juge dans le Salvaire, on a fait le commentaire en passant, elle a parlé du mouvement #MeToo, puis elle l'a fait en toute transparence. Puis justement, je pense qu'elle l'a bien fait dans le cadre où elle veut détacher et surtout ne pas miner la confiance du public. Je pense qu'elle a travaillé beaucoup en ce sens-là pour garder cette espèce de... Tu sais, si t'es victime, viens parler. Comme le système veut pas t'empêcher parce que j'ai pris cette décision-là. Elle a essayé de venir balancer un peu là-dessus, mais ultimement, les 3 critères sur lesquels elle doit se baser. Puis là, après, ça peut devenir des motifs en appel. Si je vois que Monsieur le juge Levac, hey boy, votre client est... Là, je vais dans l'extrême, là. J'ai jamais entendu ça, évidemment, de la cour ni d'aucune personne, là, puis je prétends pas ça, mais un extrême dans un monde dégueulasse. Votre client, il est noir, c'est sûr qu'il est coupable. Écoute, excuse-moi, mon ami, là, mais t'es genre vraiment en dehors de la balance. Mais tu sais, ça peut être aussi critiqué quand on a des dossiers d'agression sexuelle. C'est toujours délicat. Les vêtements aussi, comment les gens viennent paraître. Oui, mais ça, par contre, le juge est aussi maître des faits. Et être maître des faits, comme le jury l'est dans un cas de procès devant jury, il est là aussi pour voir et entendre. Donc, feel the vibe, la gestuelle, comment la personne s'enfarge dans certaines choses, ne répond pas, reste flou. Ça aussi, le juge peut, sur place, en prendre de l'information pour en conclure sur la crédibilité de quelqu'un. Ça, c'est clair. Mais de dire, par exemple, que parce que c'est M. Roson, c'est sûr qu'il n'a rien fait, ou parce que c'est M. Roson, puis j'attends des choses, c'est sûr qu'il a fait quelque chose, on peut pas aller dans cette vague-là. Puis, de la même façon qu'une victime qui... malheureusement, à travers le processus de justice, a besoin de revenir encore puis de redire sa version. Ça peut être intimidant aussi devant la cour. Ça peut être un gros défi. Ça peut être quelque chose qui n'est pas facile. Puis j'encourage par ailleurs le DPCP à continuer leur démarche là, au niveau de la zoothérapie. Là, je suis convaincue que ça peut changer de quoi puis aider. Fait que, tu sais, ça, c'est des pistes de solutions qu'on peut lancer comme ça dans les airs puis espérer que ça aide. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux dire par zoothérapie? Oh, bon, mon Dieu, on va aller dans ce sujet-là, si ça te tente. Shout-out à ma grande sœur, Karima Boumefta, qui travaille dans le domaine médical. Puis, elle a décidé, en fait, de partir vraiment aussi en zoothérapie. Elle fait partie de notre professionnel, là. Pas en zoothérapie, mais elle a étudié en physiothérapie, gynécologie, toutes ces affaires-là plus spécialisées. Puis, malheureusement, tu sais, des fois, elle peut faire face à des personnes âgées qui sont pas capables vraiment de s'ouvrir ou le niveau de douleur va tellement
tellement être haut quand elle les voit en consultation qu'à un moment donné, ça t'empêche un peu de faire ton travail de thérapeute. Puis elle est venue avec l'idée d'avoir 2 chiens, en fait, Mocha et Bruno, mes petits-neveux, je vous salue. Elle a fait ses cours et tout, évidemment, en éducation canine, etc. C'est entouré de vrais bons professionnels, là, pas des whatever sur Google, Internet. Faites attention à qui vous enseigne les choses, les gens. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres professionnels qu'on peut croire tout le monde. Alors, c'est important. Puis, essentiellement, on l'a vu, là, tout de suite, une action... ça a été du concret, tangible. Le Deck Mocha, qui est un petit chihuahua, tous les préjugés des chihuahuas, out the door, he's the best. Et sur un patient... Le niveau de stress diminue, la communication est plus facile, le niveau de douleur diminue aussi. Tu sais, t'es plus à un 9.5, t'es à un 6.5, puis je suis plus capable de te parler puis de dire « Ah, j'ai mal ici, puis on peut faire ça comme ça. » Fait que tu vois l'impact de la zoothérapie. Puis le SPVM, par ailleurs, qui avait déjà des chiens, par exemple, pour rencontrer des mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles ou juste apaiser quelqu'un. C'est triste ce que je veux dire, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de zoothérapie dans les tueries, dans les écoles. Aussi, malheureusement, ça c'est dans un extrême. Puis souvent, ils utilisent les chiens aussi pour flairer. Puis utiliser, tu sais, aux États-Unis surtout, je trouve ça plate, l'image du chien canin policier, c'est très, encore une fois, autoritaire. Une présentation de tassez-vous, puis tu sais, c'est lui qui devient le maître de la place. Un peu d'agressivité peut-être. Je pose peut-être mes commentaires, mais ici, ou en tout cas, même aux États-Unis, ils l'ont développé. Là, la zoothérapie, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. C'est pas une science non plus. On n'a pas créé la roue. Là. Pour les gens qui aiment pas les animaux, c'est autre chose. Mais de comprendre que ces animaux-là peuvent sentir des choses, je pense que c'est une réalité. Je suis pas professionnelle là-dedans, mais on le voit, l'impact. C'est quoi le lien avec la justice? Le lien avec la justice, c'est quand quelqu'un, par exemple... Déjà, comme justiciable, revenons à ça, rentrer dans une salle de cours, là, c'est pas comme moi qui rentre dans une salle de cours. Nada Boumefta, l'avocate, qui y va tous les jours. Moi, je rentre là, puis... C'est ta scène. Je comprends. C'est ma scène. Exactement. Mais un justiciable qui est jamais rentré là, si j'envoie n'importe qui là, pendant ton show, penses-tu qu'il va être genre « Bonjour tout le monde, comment ça va? » Ben, il va être comme... Ça fige. Exact. J'adore ton analogie, en fait, Thomas. Merci. Je pense que je vais la reprendre dans d'autres interviews, c'est clair. C'est exactement ça. Donc, tu as cette espèce d'incertitude, de méconnaissance, de perte de voix aussi, puis de stress. Puis la présence d'un animal peut juste permettre de réduire ce stress-là. Juste à côté. Alors, tu peux témoigner avec un labrador à côté de toi. Exactement. Oh, wow. Exactement. Puis ça, on le voit, puis je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très, très positif. Je pense qu'on n'en voit pas assez. Mais, tu sais, on le voit, puis souvent, c'est le même chien qui était présent à la première entrevue, à la deuxième entrevue et à la cour. Fait que ça permet une file de temps puis une connexion aussi entre un animal qui te juge pas, qui te pose pas de questions, qui te pousse pas à bout, qui est juste calme, qui feels que ta présence. C'est fou, mais juste la présence puis sentir cette espèce de lien qui te ground de cet animal-là, ça facilite un peu le... Tu sais, je suis pas psychologue non plus, mais tu sais, ça permet à la personne de passer à travers ça, je pense, d'une meilleure façon que... à sec, puis tu parles à tel intervenant, puis là, répète ça à tel policier, puis là, OK, là, t'es filmé, là, OK. Hey, demain matin, tu vas en salle de cour, puis tu vas être devant le juge. C'est quelque chose. Fait que pour toute victime, puis... Ouais. Et c'était quoi les 3 éléments par rapport au juge? On va revenir à notre... Je veux vous le lire parce que je veux avoir, les mots justes de la Cour suprême, puis que les gens comprennent parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez dit. Alors, la première chose, le premier critère, tu viens de finir de parler, je viens de finir de parler. Là, il bat la juge, il faut qu'elle réfléchisse à ses affaires. La première question qu'elle doit se poser, c'est si elle croit l'accusé. Si elle croit l'accusé, elle doit l'acquitter. OK? Mais dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve. Alors là, si on revient à Roson, par exemple, où sa crédibilité semble quand même être bonne, il fallait quand même qu'elle prenne dans la balance le témoignage de la victime. Alors, elle ne pouvait pas, que sur ce critère-là, acquitter Roson. On passe au deuxième critère. Si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il vous laisse un doute raisonnable, ça c'est dans le cas de Salvaille, vous devez l'acquitter. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, même si la déposition de l'accusé ne vous laisse pas de doute, il est tellement pas crédible, le gars, il sauce, là, ça n'a rien à voir. Pour pas faire une joke avec le mot saucer, là, mais c'est ça. Vous devez vous demander si, sur la base des preuves que vous avez acceptées, donc qui sont légalement acceptées devant la Cour, vous êtes convaincu, hors de tout doute raisonnable, que par ces faits-là et la preuve qui est présentée devant vous, ça amène à la culpabilité du client. Fait que la crédibilité des gens, la première crédibilité sur laquelle le juge doit statuer, c'est celle de l'accusé. Fait qu'on n'est même pas la victime, je crois ou je crois pas la victime, là. Fait que, tu sais, les gens
Je trouve ça plate un peu qu'on interprète la Cour de justice criminelle comme étant la seule voie pour se faire entendre des victimes, la seule voie pour aller chercher justice. C'est qu'il faut pas oublier, dans cette justice-là, plutôt pas au-dessus, mais dans cette justice-là, oui, il y a des droits fondamentaux que toi, moi, tout le monde ici, on a accepté d'appliquer dans notre société en étant ici sur le territoire canadien, qui font en sorte qu'on n'a pas le choix de se poser ces questions-là dans ce sens-là, en gardant en tête le fardeau qui est hors de tout doute raisonnable et le niveau de crédibilité qu'on va décrire et décortiquer en fonction de ces 3 critères-là. Fait que c'est pas des questions de... Bon, là, Thomas, aujourd'hui, t'es-tu solide sur ses pieds ou t'es pas solide sur ses pieds? Je sais pas. Parce qu'à ce niveau-là, on juge la performance scénique de quelqu'un, mais ça, c'est absurde. Là. Exactement. Mais on peut en tenir compte quand même. Je comprends. Exemple, quand tu te mets à me poser des questions sur le vif du sujet, je m'en souviens plus. Ben là, c'est parce que... On l'a vu dans la commission Montgomery, des hommes qui avaient aucune idée, des 15 dernières années qu'il y a eu des réunions, oui, je comprends. Ça, c'est autre chose. Mais encore là, une commission versus un juge criminel, un exemple le fardeau n'est pas le même. Exact. La façon d'agir demeure... Tu as mentionné, moi que je me trompe, que certaines victimes, il faut pas juste voir la Cour de justice criminelle comme la seule manière de se faire justice. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On l'a vu, puis entre autres, par différents organismes, dont Jury Pop aussi, qui s'est levé à travers les mouvements #MeToo. Je pense que, premièrement, de bien s'informer reste la priorité de tout justiciable, que tu sois la victime là-dedans ou l'accusé là-dedans ou peu importe. Puis peu importe la situation, encore une fois, en immigration, en logement, c'est de s'informer. C'est un devoir de citoyen parce qu'à la base, nul n'est censé ignorer la loi. Permettez-moi de vous répéter ça, mais nul n'est censé ignorer la loi, OK? Fait que quand on passe sur cette prémisse-là, c'est pas une excuse du côté des accusés. Maintenant, comme victime, on l'a vu, il peut y avoir de l'isolation, il peut y avoir des problèmes de santé mentale, de la fatigue, de la dépression, des attaques personnelles dans le cas de... Oui, 100%. Il y a quelque chose de très humain, puis surtout quand on parle d'un crime contre la personne. Donc, ça va du voie de fait jusqu'à le meurtre, quelqu'un qui est l'ultime crime du code criminel, de tuer quelqu'un. Mais tant que la personne est en vie puis elle a une voix, il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas penser que le criminel est la seule voie. Premièrement, vous avez des droits. S'il y a des plaintes à faire, faites-le, puis je vous encourage à le faire. Les gens sont normalement... Puis en plus que jamais, les gens sont au courant et plus sensibles à ça, enfin, d'entendre les victimes, que ce soit une femme ou un homme, de prendre le temps de prendre au moins une déposition, une déclaration. Après ça, pour tout le stress autour, il y a une façon aussi de bien s'entourer. Puis il y a plusieurs organismes qui existent. Le CAVAC est là pour aider les victimes, même avant qu'on se rende au procès. Il y a aussi des... Puis le CAVAC, c'est un peu comme la... Mon Dieu, pour faire une analogie, la SAC, quand tu as un accident, ils vont t'aider, ils vont te donner accès à des ressources, puis ils vont aussi pouvoir te faire des chèques, par exemple, en compensation de, etc. Fait que ça, c'est des choses qui existent aussi au niveau des victimes. Harper, une des seules bonnes choses de ses politiques. Je pensais pas dire ça, mais une des choses positives qu'il a faites, c'est entre autres là, la charte des victimes. Fait que, ça a été implémenté, non? Implanté? Implémenté? Présenté, disons. Ajouter, en tout cas, dans le cadre légal criminel, de vraiment tenir compte aussi de la vision de la victime dans tout ça, puis le processus de la victime dans tout ça, ses droits aussi à elle, entre autres, de pouvoir être entendue, des choses comme ça. Alors, parce que la charte ne couvre pas la victime. C'est l'accusé face à l'État qui a ces droits-là. C'est une belle nuance. Fait que ça, c'est important. Fait que ça, c'est venu apporter un petit peu plus. Mais encore là, puis comme dans le cas de profilage racial, puis de plusieurs, à mon avis, problèmes dans notre société ou choses à améliorer, ça reste du blabla. Là, on peut-tu voir l'action? On peut-tu voir le concret? On peut-tu voir des solutions précises? On peut-tu voir comment ça peut impacter? Comment ça peut encourager les gens? Puis là, on l'a vu avec les vagues de #MeToo. Clairement, il y a une crise. Clairement, les gens ne se sentent pas entendus. Clairement, ce qu'on a jugé nécessaire d'améliorer n'a pas été amélioré. Fait que question mark, il faut agir. Es-tu à l'aise de commenter qu'est-ce que tu penses du #MeToo et qu'est-ce que tu penses des listes sur Internet? Oui. Comme avocate, évidemment, là, je vais donner comme perspective d'avocate. Oui. Mon opinion personnelle, pour vrai, chacun a le droit à la sienne, honnêtement. Puis je pense que de part et d'autre, c'est justifié pour avoir entendu, puis encore une fois, m'être intéressé, informé au sujet. J'invite les gens à le faire, à s'informer, puis à s'intéresser à des choses, même des choses qui ne nous touchent pas personnellement. Il y a eu des témoignages quand même frappants de jeunes femmes qui disaient, tu sais, écoute, historiquement, ces listes-là, c'était un moyen de se parler entre filles. Avant, ça existait dans les toilettes. On mettait le nom des gars dans les salles de bain.
Lui, pas touche. Lui, éviter. Lui, c'est un ci. Lui, c'est un ça. Puis là, les filles, quand elles allaient faire pipi, ben, oh my God, OK, ouais, il me tournait autour, je vais faire attention. Il y a une fille qui est venue témoigner de ça. Puis tu te dis, OK, bon point de perspective que tu viens d'amener là sur qu'est-ce qu'on vit maintenant, mais à l'échelle des réseaux sociaux. Qui, là, devient très public, très accessible et, ma foi, limite incontrôlable. OK? C'est vraiment limite, ça. Incontrôlable. C'est incontrôlable. C'est un truc Internet, c'est pas contrôlable. Voilà. Fait incontrôlable, je pense que c'est le mot juste. Et à l'inverse, que les gens qui sont pinés, pointés à travers ces listes-là soient outrés, puis s'enragent à un certain moment, parce que là, et je peux le comprendre, on tombe dans quoi? Dans un procès devant la place publique. On a largement dépassé ça dans notre système démocratique et de justice depuis des millénaires. Déjà par l'implémentation du processus de jugement devant jury qui existe depuis l'époque romaine. Je veux dire, allô, guys, OK? Je pense que là, il y a quand même un red flag au niveau juridique qui se lève, puis des questions raisonnables et tout à fait justes dans le cadre de notre société libre et démocratique à soulever. On ne peut pas accepter que ce genre de procès-là se tienne sur la place publique. On tombe dans quoi? Dans exactement ce qu'on essaie d'éviter avec les critères qui sont établis, puis exactement ce qu'on veut éviter avec la Charte des victimes pour les protéger. Donc, ça, c'est un avis plutôt... Le picture qu'on a devant nous, c'est ça. Puis, tu sais, ça a mené justement... Il y a des gens qui ont engagé des avocats pour faire retirer ces listes-là. Il y a d'autres avocats qui se sont mis sur des injonctions, justement, pour que les pages soient take-down. Puis, ça vient brimer quoi aussi? Le droit premièrement, à un procès raisonnable, le droit à une défense pleine et entière. En fait, ça, c'est un autre droit qui est protégé par la Charte. Donc, comment moi, qui mon nom se retrouve dans les réseaux sociaux avec 12 000 commentaires, je peux me défendre face à ça? Encore une fois, c'est incontrôlable. Après ça... Et tu l'as dit toi-même, lorsqu'on est accusé, on a le droit à une défense, on a le droit à un avocat. Exactement. Tu as tout compris. Puis là, les accusations, proviennent même pas de l'État. Là, ça reste. Ouais. Des fois, c'est même anonyme. Tu sais, exact. Même pas des fois. Dans la majorité des cas, c'est anonyme. Puis je peux le comprendre parce que quand tu es victime, tu veux pas nécessairement. Tu sais, je veux pas dire, yo, Nada Bouefta, moi, j'ai été victime d'agression sexuelle. C'est tough, là. Bien sûr. Déjà de sortir puis de dire, hey, j'en parle à quelqu'un d'autre que quelqu'un qui l'a vécu et moi, la montagne est comme ça. Fait que, tu sais, après ça, de devenir public. Je pense pas que ces victimes-là cherchent le highlight ou le spotlight ou cherchent à « Wow, moi, je vais avoir plus de followers en racontant mon histoire. » Je pense pas. Ça, je pense qu'on est passé à un autre débat. Oui, exact. Je pense pas. Mais à l'inverse aussi, tu sais, au stade où ça en est, ça touche pas encore les droits de la Charte parce que c'est pas l'État qui accuse, c'est pas la police qui a mis ça sur son Twitter. Mais ça reste que, wow, tu sais, on fait face à une belle opposition, à mon avis, de principes fondamentaux qu'on a décidé en tant que société d'appliquer. Puis on entend un problème criant de la part des victimes, mais criant. Je veux dire, pour qu'on en vienne à faire ça, puis comme je l'ai dit, que la personne en parle, il y a eu un step. Là. C'est que la montagne était là, puis quand elle a atteint la montagne, il fallait mentionner, c'est dangereux faire des listes. Alors, pour te rendre là, il y a un trop-plein, parce que c'est les gens qui font des listes, je crois qu'ils sont au courant que c'est très dangereux et que ça peut se retourner contre elles ou contre eux. Alors, je pense qu'il faut... Oui, bien, il y a un impact civil. En tout cas, ça, c'est clair qu'il y a des voies qui peuvent être prises. Tu sais, maintenant, on n'est pas aux États-Unis, encore une fois, où parce que tu n'as pas écrit que mon café était chaud, je vais te poursuivre pour 2 millions de dollars, tu sais. Mais il y en a peut-être qui vont poursuivre. Puis s'ils ont des noms de gens qui ont spill de tea, puis que c'était pas fondé... Je n'irai pas nécessairement là-dessus, je suis pas une civiliste, mais le fardeau de preuve est différent en civil qu'en criminel. Je comprends. Donc ça aussi, il faut garder ça en tête. Là. Si quelqu'un porte plainte et qu'il y a suffisamment de preuves qui peuvent être admises contre la personne pour un dédommagement, par exemple, mais ils peuvent se rendre jusque-là. Évidemment, il y a des critères à suivre, puis ça dépend de la force de la preuve, ça dépend de plein de choses. Mais alors qu'en criminel, c'est différent. Puis cette personne-là ne pourra pas être accusée au criminel d'avoir... T'sais, après ça, ça dépend. Si ça devient du harcèlement, je te tag à chaque fois, je t'écris sur nanana, je t'appelle à chaque 30 secondes. Là, ça peut devenir criminel au sens de la personne qui publie ou qui partage. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent c'est impossible au Canada, au Québec, d'être reconnu coupable d'agression sexuelle, ça vaut pas la peine? C'est complètement faux, là. Premièrement... Il y avait même une statistique qui disait souvent que la plupart... c'est un meme, disons-le. Là, c'est une statistique qui disait, je crois, j'ai pas le chiffre exact, mais quelque chose comme 96% des accusations d'agression sexuelle, ça donne rien. Qu'est-ce que...
OK, ben premièrement, j'ai pas les statistiques sous les yeux, là, fait que je vais pas commenter sur le pourcentage. Tu peux commenter un mime? Hein? En tant qu'avocate, tu commentes pas les mimes? Non, mais... Hey, je t'ajoute, OK, je suis tout sur Instagram, guys. Go follow, by the way. Mais hey, pour vrai, non, je suis capable de me dire. Mais parce que ça, je pense que c'est basé effectivement sur quand même une étude qui est juste. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je le disais. Ouais, c'est pas un mime de moi. Ouais, c'est pas qu'un mime. C'est-à-dire la source n'est pas le mime. Il y a effectivement eu une étude en ce sens-là. Si je ne me trompe pas, que Jury Pop a même partagé. J'invite les gens à les follow aussi. Ça devient une très bonne ressource si jamais ils ont des questions en ce sens-là parce qu'ils sont spécialisés là-dedans beaucoup. Comme un peu la clinique juridique pour le profilage racial. Allez porter plainte, guys, c'est important. Mon petit hashtag ad. Fait essentiellement, pour te revenir sur cette statistique-là, ce qui est important de comprendre, c'est que les dossiers, puis je pense que je vais y aller de façon générale, même violence conjugale. C'est même pas une agression sexuelle, c'est une violence conjugale. Il y en a que ça se rend jusque-là dans les gestes posés dans le couple, qui peut être très... C'est des crimes contre la personne. Il n'y a rien de plus... Puis en plus, c'est dans ton intimité, puis en plus, c'est avec un conjoint. En passant, oui, ça existe, la violence conjugale et les agressions sexuelles dans un couple, les amis. C'est pas parce que je suis en couple que je consens tout le temps. Je tiens à le spécifier. Parce que vraiment, ça, je le vois, puis c'est un mythe qui existe un peu dans les communautés aussi. Que parce que t'es marié, là, c'est du free-for-all. Non. OK? Fait que merci. Je veux juste qu'on soit clair sur le consentement. Ça, c'est une chose. Le pourcentage, c'est que dans la vie d'un dossier en criminel, ceux qui vont être menés à procès, c'est vrai que c'est pas un taux de 100 %, là. Parce qu'il y a beaucoup de discussions qui se font avant. Les avocats sont déjà impliqués. Il y a des négociations. Les victimes sont rencontrées par des travailleurs sociaux, par des professionnels, par le procureur. Nous, on rencontre notre client. Il y a des versions des faits qui peuvent être contradictoires. Il y a des choses que le client est prêt à admettre. Fait qu'on ne se rendra pas jusqu'au procès. Puis après ça, il y a des ajustements qui peuvent se faire et sur les chefs d'accusation et sur les versions pour en venir à une conclusion. Conclusion qui peut être majoritairement, je vous dirais, des plaidoyers de culpabilité. Donc, déjà, des admissions de la part de l'accusé sur des gestes posés contre la personne. Ça évite le témoignage de la victime, ce qui est, à mon sens, un des critères que j'ai toujours en tête, même en défense, de faire venir quelqu'un puis la faire témoigner puis faire passer à travers tout ça. Il y a quelque chose de très personnel, en tout cas d'humain qui vient me chercher. Puis je suis comme, comment est-ce qu'on peut essayer, mais toujours dans le respect des droits de mon client. C'est clair. S'il maintient sa position, puis elle est fondamentalement contradictoire, puis on a une défense à présenter, ben madame, vous allez venir nous expliquer votre histoire, OK? Fait que c'est essentiellement ça. Mais il y a aussi des dossiers qui vont se terminer par des conditions comme un 810. Donc, de respecter, il est acquitté au sens de la loi, mais il a des conditions strictes à respecter pour protéger la victime, par exemple. Puis ça, des fois, il y a des victimes qui cherchent juste ça, juste s'assurer que la personne sorte de leur vie, qui soit protégée par ça et par l'État. Aurélie Langto, qui est juriste, elle a étudié là-dedans, qui est aussi chroniqueur dans le Devoir, mentionnait qu'il y avait l'histoire d'une petite fille qui avait été agressée sexuellement par un gars à l'école. Et elle, ce qu'il demandait à la justice, c'est qu'il change d'école. Je veux pas qu'elle ait un dossier criminel, je veux juste qu'il change d'école. Exactement. C'est intéressant. Puis la plupart, puis ça aussi, je pense que ça a été une espèce de sondage qui avait été fait. Tu sais, la victime ne recherche pas... Puis en dehors du sondage, même par expérience personnelle, pour avoir vu, fait des procès puis eu des dossiers de ce type-là, les victimes ne cherchent pas nécessairement que la personne soit emprisonnée. La prison n'est pas l'ultime soulagement de ces victimes-là. C'est plus loin que ça va plus loin que ça. C'est pour ça que je le dis que la cour criminelle est peut-être pas la place ou la seule place, parce que la plupart ne cherchent pas ça. Elles ne cherchent pas à couper cet individu-là puis à le détenir pendant X temps de temps. C'est parce qu'après ça, il y a un cycle, il y a une roue, en fait, à briser, qu'on essaie de briser. On le souhaite que ce soit dissuasif. C'est ça le but de sentencer quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle cherche, selon toi? Pour être bien honnête, j'ai pas eu la chance de vraiment discuter ou d'avoir plus de détails en ce sens-là par rapport à des gens qui l'ont vécu. Mais de ce que j'entends et ce que je vois, c'est vraiment d'abord d'être entendu, d'être cru. Souvent, c'est une étape qu'ils ont même de la difficulté à atteindre, puis qu'on leur accordera pas, mais qu'on n'atteindra pas en criminel avant d'être même entendu par un juge. Puis le délai que ça peut prendre ajoute du stress, ajoute aussi beaucoup de facteurs, de circonstances qui peuvent jouer aussi sur le moral de la personne. On reste humain, hein? C'est très humain. Puis c'est des accusations, puis des gestes, des crimes, littéralement, des crimes contre la personne. Donc, tu continues à encourager les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, de faire confiance au système de justice. C'est pas aussi horrible que la croyance populaire. En tout cas, il n'est pas horrible en ce sens qu'il faut quand même, en tout cas, en tant qu'officier de justice, j'y crois. Je pense qu'on est capable de part et d'autre de faire notre travail. Il y a beaucoup de procureurs qui sont même spécialisés dans ce type de crime-là. Maintenant, ils essaient de créer une équipe
qui fait que des dossiers de ça. Il y en a en tout cas à Montréal, des collègues que je côtoie, très professionnels, très capables et respectueux. Puis, tu sais, ils vont entretenir un peu plus. Des fois, c'est un lien de confiance. C'est une question d'un lien de confiance aussi, tu sais, d'être à l'aise de le dire à une personne. Ah, c'est une chose, mais là, de passer l'étape du policier, parler avec le procureur, tu sais, toutes ces strates-là aussi ajoutent un stress. Est-ce qu'il y aurait un travail à faire en ce sens-là? Possiblement. Je suis convaincue qu'il y a déjà des choses qui se font, en tout cas, des démarches qui sont faites du côté du DPCP. Puis c'est tout à leur honneur. Mais je pense que, tu sais, il y a tout un travail qui peut être fait au niveau social, au niveau personnel de ces gens-là, puis une offre, une écoute active. Tu sais, c'est tous ces éléments-là. La zoothérapie pourrait venir aider à diminuer le stress, à réduire ce type de situation-là. Puis, tu sais, on part d'un extrême où il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas de droit de vote, où la femme était perçue autrement, où la vision du mariage était différente, où la vision de l'agression était différente. Fait que notre société a quand même évolué à travers tout ça, quand on parle au niveau social. Fait que, tu sais, il y a ces étapes-là, mais au niveau de la justice, c'est sûr qu'il y a toujours un ajustement qui se fait avec le temps. Parce que les choses ne changent pas tant que la loi n'est pas changée, puis tant qu'il n'y a pas de cas répertoriés. C'est comme ça que ça marche en criminel. Là, on a parlé de viol, puis on va dans un sujet beaucoup plus léger. La violence contre les enfants. Non, je déconne. Une de tes spécialités, c'est la violence contre les enfants. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben en fait, violence contre les enfants, c'est une des choses qui peut apparaître dans des dossiers de DPJ. Évidemment, là, je me dois, en tant que professionnel, je ne donnerai pas d'exemple concret ou de cas que j'ai en ce moment. Mais dans l'essentiel, la façon dont ça fonctionne, au Québec, on a un système de la DPJ qui existe, qui est mis en place. C'est directeur de la protection de la jeunesse. Le titre l'indique assez clairement que c'est la protection de la jeunesse. Alors, tout mineur peut se retrouver sous la protection de ce directeur-là. Puis le choix de mots est important. C'est que la DPJ n'est pas là pour être contre les gens, n'est pas là pour couler des gens, n'est pas là pour faire chier le système, mais au contraire pour protéger ces enfants-là. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on leur a reproché dans les derniers... Dans les derniers cas, là. Derniers cas, de ne pas l'avoir suffisamment fait. Maintenant, c'est encore une fois, on a plein de paperasse là-dessus, on a plein d'études là-dessus, on a plein de recommandations là-dessus. Puis encore une fois, sur les actions, question mark. Puis étant sur le terrain, c'est-à-dire étant à l'étape où la DPJ demande d'entrer dans la vie d'un enfant, donc au stade d'une urgence qu'on appelle, ou quand est-ce que la DPJ rentre, c'est quand la sécurité, la santé, l'éducation de l'enfant sont compromis. Alors ça, c'est 3 éléments qui peuvent être compromis de plusieurs façons. Papa, maman battent l'enfant. Oui, c'est un exemple concret. L'enfant va pas à la garderie, va pas à l'école, a pas de contacts sociaux, question mark. L'enfant a parlé à son éducatrice d'attouchement. OK, question mark. L'enfant débarque à l'école, toujours souillé, a pas de bouffe. Ah, OK, question mark. Tu sais, ça touche santé, éducation, sécurité. C'est ça. Puis c'est le rôle de la DPJ, c'est s'assurer que tout enfant sur le territoire québécois ait droit à ça. Puis pas juste à la limite de. Elle a le droit à ça. Puis ça implique des suivis médicaux, ça implique, écoute, on est au Québec, puis il y a des enfants qui n'ont même pas accès à un dentiste. Là. Ça te donne une idée. Là. Mm-hmm. Ils ont les dents pourries. Là. On est au Québec. Là. C'est un problème. Il y a des enfants qui peuvent... Puis ça, c'est juste au niveau médical. Il y a des enfants qui peuvent avoir de l'eczéma, tu sais, des choses qui sont facilement traitables. Des poux, ça peut être un exemple aussi. Puis ça, c'est drôle que t'en parles. Tu sais, à mon école primaire, on avait des recherches de poux quasiment à chaque 2-3 mois, mais ça permettait aussi aux profs, à la direction, de voir peut-être un peu où est-ce qu'on en est dans la vie de certains enfants. Puis c'est là aussi qu'on le voit avec la pandémie, ce manque de contact-là avec ces professionnels-là. Est-ce que ça a réduit le nombre d'appels à la DPJ? Possiblement, parce qu'il n'y a plus ce contact-là avec l'extérieur. Puis c'est ce qu'on redoute un peu, qu'il y ait des enfants qui, malheureusement, on peut même pas atteindre la maison pour venir essayer de les aider. Fait que la DPJ, la Cour, tous les avocats qui sont dans ces dossiers-là, une fois que c'est à la Cour, c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'on agit. Point barre. C'est pas... Je veux la garde de mon enfant, coûte que coûte, puis il n'y aura rien que je vais faire pour améliorer la situation de vie de mon enfant. Ça, c'est par exemple si je suis un parent. Mais tu sais, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il y a des suivis psychologiques à faire? Est-ce que vous avez besoin d'aide extérieure? La DPJ est là pour donner cette aide-là aux parents. Ça, c'est dans mon monde utopique et parfait. La réalité, c'est qu'il y a des choses à travailler. La réalité, puis honnêtement, je pense que c'est la première fois que je m'ouvre publiquement par rapport à ça. Tu sais, autant dans notre système de santé, autant que dans notre système de DPJ, les travailleurs sociaux travaillent fort, là.
ils en ont beaucoup ses bras, ils en ont beaucoup ses épaules. C'est pas facile, c'est exigeant. Après ça, chacun aussi a sa vie, son expérience, sa façon d'agir. Puis ça, je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur, encore une fois, du racisme systémique. Il y en a aussi dans ce domaine-là, et on le voit. Des gens qui, par leur couleur ou par leur culture, vont être encore plus encadrés par la DPJ. Les enfants ne retourneront pas chez l'enfant avant X temps, même si on fait des demandes et tout. Alors que les parents se sont conformés à tel. On le voit. Ça, c'est une réalité, puis on va pas se mentir. À l'inverse, quand tu parles, encore une fois, de l'enfant, de sa situation, il y a beaucoup de choses que la DPJ pourrait aussi, encore une fois, comme au criminel au niveau des victimes, apporter peut-être de mieux. Mais je me questionne. C'est comme notre système de santé. À un moment donné, il y a quelque chose qui est saturé. Nos infirmières sont tannées, là, sont au bout de leur souffle, sont au 4e shift. Ben, je vous le dis, c'est un peu la même histoire là, en ce moment qu'on voit au niveau de la DPJ. Puis, plus particulièrement, je vais me permettre un petit mémo, side note là-dessus, mais dans le Nord, auprès des communautés inuites. Mais tu te permets de dire ça parce que tu as travaillé. Oui, en fait, je pratique principalement dans le Nord à Kuujjuaq en DPJ comme avocate de la défense, mais je représente autant les enfants que les parents. Puis je salue d'ailleurs tous mes collègues là-bas et tous les juges qui font leur travail de façon exceptionnelle. Et tous les travailleurs là-bas. Vraiment, c'est ça. Je veux quand même être claire, c'est que quand mettons, surtout moi, je prends la parole ou le micro, puis on dénote certaines injustices ou des choses qui n'ont pas de sens ou des choses à améliorer. Je dis pas, hey, ils font pas bien leur job, puis c'est des ci, puis c'est des ça, puis c'est pas du tout ma critique, puis c'est pas du tout le point. Je pense qu'on est tous êtres humains. Les gens qui travaillent dans des domaines, surtout ceux-là, c'est parce qu'ils veulent à un certain point, là. Ceux qui ont pas voulu, c'était trop, sont partis. Mais la réalité est que, par exemple, dans le Nord, on manque de ressources. Il n'y a pas des psychologues accessibles comme ça. Il n'y a pas des médecins accessibles comme ça. Il n'y a pas des dentistes accessibles comme ça. Il n'y a pas des orthophonistes accessibles comme ça. Ça allonge les délais. Les travailleurs sociaux changent régulièrement et c'est compréhensible. Ils vont faire leur expérience dans le Nord, vont descendre. Donc, il y a cette rotation-là qu'on voit dans tout. L'éducation, tout ce qui se passe dans le Nord, on le voit. Il y a cette rotation-là. Là. Je connais quelques, puis surtout à Kuujjuaq, puis je les salue, gens qui travaillent là depuis des années, puis ils ont leur maison, puis ils ont fait leur vie là-bas, puis c'est tout à leur honneur. Mais la plupart des gens, quand tu parles de jeunes professionnels qui veulent développer, avoir leur famille, vont être obligés ou forcés à un certain point de descendre dans le Sud pour vivre leur vie. Ce qui est pas, c'est pas méchant, là. Je veux dire, c'est le cours de la vie normale, mais la réalité, c'est que ces familles-là, ces gens-là n'ont pas accès à ces services-là. Et il y a tout un aspect culturel qui rentre en ligne de compte, Thomas, qui est incroyable. On est au Québec, mais on n'a pas la même réalité qu'eux. Ils n'ont pas la même histoire que nous. Et c'est pour ça que je dis encore aux gens, informez-vous, allez lire leur histoire pour comprendre les choses. Allez comprendre que ces gens-là, on est débarqués, puis on a décidé, le gouvernement, d'abattre tous leurs chiens de traîneau. Puis on leur a donné des clés de VUS ou de 4 neiges, 4 roues, là, puis let's go, continuez à nous acheter de l'essence, nous autres, on va vous en envoyer, voir des cargos, voir de l'argent, l'économie va rouler, là. Mais hey, l'impact que ça a causé sur ces communautés-là, là, c'est incroyable. Ça, c'est un exemple qui sort, encore une fois, d'une multitude de rapports, de multitude de commissions, de multitude de jugements. Même en criminel, on en a spécifié les tenants et aboutissants de devoir tenir compte de leur histoire, de leur vécu, de leur individualité, de leur communauté, de leur réalité culturelle. C'est fou. C'est la réalité des Autochtones ici. Puis quand on le dit, par exemple, en droit criminel, qui sont arrêtés 11 fois plus les femmes autochtones ou 4 fois plus pour les 4 à 5 fois plus comme les Noirs et les Arabes pour les hommes autochtones, ça fait friser un peu les cheveux sur la tête. Puis c'est important de garder ça tout le temps en perspective. Si je peux me permettre, anecdote. En fait, anecdote ou un exemple peut-être qui peut être patent, évidemment sans nommer et donner aucun détail, mais pour vous montrer le contraste culturel, on a un cas où l'enfant doit être retiré de la famille. La DPJ vient avec une demande de compromission en expliquant que la sécurité de l'enfant est compromise. Ah oui, ben pourquoi? Parce que l'enfant, le poupon est toujours dans les bras de sa sœur de 8 ans, 9 ans. Ça n'a pas d'allure. Un poupon, c'est dans les bras de sa mère, puis sa mère doit avoir un visuel sur le bébé 24 heures sur 24. Écoute, tout un rapport d'explication par rapport à ça, puis de questionnement, puis de doute par rapport à ça. On était en hiver en passant, puis à l'époque, on voyageait avant la COVID, donc j'avais la chance de côtoyer la communauté qui est extraordinaire, vraiment. Puis avoir cette proximité-là aussi de leur culture. Les gens portent des manteaux qu'ils font eux-mêmes, qui sont magnifiques en passant, là, mais vraiment. Donc,
la couture, le choix de couleurs, les designs, tout est super important aussi. Puis c'est quelque chose qu'ils partagent entre eux et que les femmes apprennent très, très tôt à coudre. OK? Alors, la famille est présente, puis je suis tellement jalouse que je pense que j'en veux un, c'est clair, là. Si la vie, un jour, me donne un enfant, genre, je veux ça. Surtout avec nos hivers québécois. C'est un manteau, mon ami, tout inclus. La madame, elle porte son manteau, elle n'a pas besoin d'un bag, là, pour traîner les couches, là. Tout est là, là. Écoute, elle te sortait ça de même. Ah, t'as soif, le lait, pout, le truc, Puis le bébé... Une charge d'iPhone. C'est fou, tout. Je te le dis, tout. J'aurais demandé n'importe quoi, elle l'aurait sorti de son manteau. Puis elle a son poupon qui était en avant, mais qu'elle pouvait mettre aussi en arrière. Le manteau est fait pour ça, pour être un bac de kangourou aussi, pour porter ton enfant. Fait en plus d'être chaud, en plus d'être beau, multifonctionnel, puis tu portes ton enfant dessus, écoute, a win. Et la jeune sœur en question, le sibling, le jeune enfant qui fait partie de la famille, est aussi là avec son manteau d'hiver puis son pantalon de neige. Puis là, je pose la question à la maman. Est-ce que vous l'avez fait sur mesure pour elle? Elle dit oui, on l'a fait sur mesure pour elle. Puis je dis, OK, mais vous l'avez fait plus grand pour que ça t'offre plus longtemps? Elle dit non, à chaque année, ceux qui ont besoin d'ajustement, on les ajuste, puis on revire, mais on s'assure que ça traîne pas à terre, puis que le manteau ou le suit de neige ait sa fonction. Puis là, je suis comme, mais pourquoi il est un peu plus grand? C'est quoi le purpose? Réponse, c'est pour que le bébé fitte dedans. Votre enfant a 8-9 ans, hein? Ouais, c'est ça notre purpose. Nous, chez nous, le plus vieux prend soin du plus jeune, puis c'est tout le temps comme ça. Puis si le plus vieux a pas l'œil sur lui, le plus vieux regarde le plus jeune, puis c'est de même ça marche. Puis chez nous, dans le Nord, où on a des maisons partout, puis où les communautés sont serrées, puis où les rues sont clairement pas comme à Montréal, les jeunes sont dehors, puis de jour, ils chillent dehors. C'est ça leur réalité. Il y a rien d'autre à faire anyway. Tu sais, ça, c'est toutes des réalités communautaires que faut que tu ailles en tête quand tu vas là-bas, quand tu représentes ces gens-là, mais aussi en tant qu'intervenant. Faut le comprendre. Cette réalité-là de manque de ressources, cette réalité-là culturelle qui est ancrée chez eux, qui est appliquée et justifiée d'être appliquée, je te le dis, le juge a juste fait comme moi, je retire ce dossier-là. Là. Ça, pourquoi on est ici? Puis c'est la question que j'ai soulevée à la cour. On peut-tu m'expliquer ici en quoi la sécurité de cet enfant-là est réellement compromise quand on comprend culturellement la situation, puis qu'on comprend que la mom, she's watching, là. Tu comprends? Moi, je prends un enfant de 9 ans au centre-ville de Montréal, à Sainte-Catherine, le samedi soir à 21h. Thomas. Voilà, les circonstances demeurent importantes. Puis dans tous les cas, c'est pour ça que je dis aux gens, chaque cas est un cas d'espèce, que ce soit en DPJ, que ce soit en criminel, que ce soit dans n'importe quel dossier. Puis c'est pour ça que quand je suis en public ou en live, jamais je vais donner un conseil juridique basé sur des questions comme ça. Il faut qu'on s'assoie puis qu'on regarde le tout. Mais il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Il faut comprendre cette réalité-là. Puis il faut être capable de s'y adapter, mais toujours dans l'intérêt de l'enfant. Fait que c'est surtout ça. J'ai déjà dit en blague, c'est une caricature, là, mais j'ai toujours des amis maghrébins, puis j'ai un ami blanc qui m'a dit, ce gars-là, il crie beaucoup. Puis non. Pour un maghrébin, ça, c'est juste Ibas, est-ce que tu trouves qu'on parle fort? Oui, mais c'est ça. Mais non, mais j'ai dû expliquer à mon ami. Non, là, il crie pas, il est juste... J'ai demandé à mon conjoint, je regarde à la caméra, Maxime, est-ce que je parle fort? Il va vous le dire, puis il va vous confirmer qu'on essaie de développer des trucs dans notre couple pour me faire des messages subtils que je parle trop fort. C'est des chicanes que j'ai beaucoup avec mes amis blancs. C'est que je crie beaucoup. Mais j'ai grandi avec des Maghrébins, fait que pour moi... c'est nous les coupables! C'est nous qui avons cliqué ça! Non, mais je suis habitué. Moi, On assume ce transfert de culture de nous à toi. J'ai plus faire! Mais, écoute, c'est vrai. Puis même, écoute, mes amis, même au primaire, étaient comme, voyons, tu t'engueules-tu avec ta mère? Je suis comme, non, j'ai juste demandé de venir me chercher après qu'on ait fini notre travail d'école là, comme... What's the purpose? What's the question? C'est pas une chicane, ça, c'est un débat. Bref. Ou c'est de l'amour. Ça peut être de l'amour aussi. C'est de l'amour. Il y a un truc que tu dis que je trouve fascinant. Vous, les avocats, vous êtes censés... vous, les avocats de la défense, vous défendez n'importe qui. Mais tu as mentionné dans les médias que tu es prêt à défendre n'importe qui, sauf Alexandre Bissonnette. Ouais. Je veux juste mentionner Alexandre Bissonnette. C'est l'homme qui est responsable de l'attentat terroriste à Québec dans la mosquée. Merci d'utiliser les bons mots, Thomas. J'apprécie, premièrement. Ouais, il a abattu des gens de foi musulmane dans leur lieu de culte, même si dans leur dos, il n'y avait pas d'armes. Tu serais prêt à défendre n'importe qui, sauf cet homme. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Effectivement, tu tires ça d'un article qui a été écrit sur Droit Inc. Et où on m'a posé cette question-là, puis je me suis permis de répondre bien humblement que non, je l'aurais pas accepté. D'abord, ce type de mandat-là, il faut comprendre que oui, vous avez le droit à l'avocat de votre choix,
mais jamais un avocat n'est forcé d'accepter un mandat. OK? Donc, un exemple frappant que je peux vous donner, c'est qu'en début de carrière, j'étais comme moi, les agressions sexuelles, jamais. Comme ça je trouve ça... Tu sais, j'étais partie de cette prémisse-là avant de toucher à mon premier dossier que j'ai eu en stage. Fait que ton maître de stage te donne ça. Oui, monsieur, puis là, tu vas lire. Puis tu réalises que, oh my God, OK, il y a du travail à faire. Là. C'était un cas patent où la preuve n'avait pas été vérifiée, où il y avait plein de possibilités de preuves pour corroborer la victime qui n'a pas été cherchée. C'était quelque chose. On parle d'une agression en milieu de travail avec des caméras sur place, pendant les heures de travail, pendant qu'il y a d'autres mondes, puis j'ai rien d'autre dans le dossier. Là. Genre, j'ai littéralement fait l'enquête du policier pour moi-même en venir à la conclusion que, genre, OK, je pense que ça n'a pas d'allure, ce dossier-là. Fait que, ça a été comme un awakening pour moi de réaliser que, premièrement, il faut que je mette mes aspects personnels à part et que si je suis pas capable de faire ça, j'accepterai pas le mandat. Je peux pas, comme avocate, te donner mon 100% puis être la lionne de ci ou de ça. Puis aller, justement, pour faire une joke, rugir devant les tribunaux en ta faveur. Si on colle pas sur certains morceaux, puis c'est mon droit comme avocate professionnelle. En fait, même déontologiquement, je me dois d'appliquer ça. Puis c'est même c'est bon pour ton client parce que si exactement. Mais ça veut pas dire qu'en défendant des causes comme des agressions sexuelles ou même des cas de proxénétisme, donc des pimps, que j'adhère à cette mentalité-là ou que j'accepte ou que j'encourage ce type de geste-là. Je cautionne pas. Wow, je cautionne pas. Mais mon rôle n'est pas de juger l'individu qui commet ou n'a pas commis l'acte. Je suis pas là pour dire « Hey, t'es un petit ci, pis t'es un ça, pis ça n'a pas d'allure ce que tu fais, puis arc. » Ben là, wow. Si je m'en vais là, je suis pas capable de faire ma job d'avocate correctement, puis déontologiquement, c'est un red flag votant. Tu comprends? Mais à l'inverse, puis tu sais, mes clients sont très conscients. Je suis pas là pour te taper sur l'épaule et te dire, tu sais, c'est pas grave cette fois-ci. Puis non, mais mon rôle n'est pas d'être ta mère. Mon rôle, c'est de m'assurer que tes droits sont entendus, qu'ils sont respectés, puis m'assurer que le système de justice suive son cours qu'on attend tous en tant que justiciable de la part de ce système de justice-là. Fait que, tu sais, autant que les avocats de la défense, je te dirais, on est les protecteurs des droits de la charte. Là. Je te dis que si on n'était pas là, on serait probablement dans un autre monde là, où on coupe encore pour une main pour avoir volé une pomme. Là. Ça te donne un peu une idée d'extrême. Mais je suis pas là pour cautionner ce type de geste-là non plus. Puis quand, par exemple, je me bats pour remettre en liberté un client qui a commis des gestes X ou Y ou qui est soupçonné, d'avoir... Ben, pas soupçonné. On allègue qu'il a commis ce type d'infraction-là, de remettre en liberté cet individu-là. Encore une fois, il y a plein de critères de remise en liberté. Puis encore une fois, c'est une question de droit de l'individu d'être entendu. Surtout que on favorise, puis encore une fois, sous des jugements de la Cour suprême, la libération des gens ici au Canada. On ne veut pas détenir. C'est l'ultime privation de toute liberté. Gardons ça en tête. C'est une autre différence avec les États-Unis, où le but, c'est d'enfermer. Ça, c'est complètement différent. Puis là, quand on balance avec les États-Unis, là, on pourrait peut-être plus dire que oui, quand t'es riche, tu t'en sors mieux parce que t'es capable de payer le 2 million caution bail, le 2 millions de dollars d'argent de dépôt pour assurer que tu vas respecter tes conditions. T'sais, ici, au Canada, on a quand même des jugements qui sont venus dire que même sans déposer l'argent, les gens peuvent signer pour des montants. Fait que ça donne une idée. Comme ça, si jamais ils ne respectent pas, il va donner 600 $. Exemple. Fait que, tu sais, on reste vraiment très, à mon avis, fair play au niveau de la possession d'argent ou de moyens des gens face au système de justice. Mais encore là, il y a des lacunes, par exemple, à l'aide juridique, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ne sont pas admis, qui n'ont pas l'argent pour payer des avocats, fait qu'ils se retrouvent dans les cracks. Puis à l'inverse, il y a plein d'avocats qui commencent à refuser des mandats d'aide juridique. Fait que c'est ça. Tu dis quoi des jeunes juristes, des jeunes avocats, des jeunes personnes dans le droit qui nous écoutent? As-tu des conseils pour des gens qui commencent leur carrière? Ça va m'inspirer. Conseils pour les jeunes avocats ou les futurs juristes. Encore une fois, puis en fait, c'est pour tout le monde. Peu importe ce que vous avez en tête ou ce que vous voulez faire dans la vie ou ce que vous savez pas, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Intéressez-vous aux choses, restez ouverts d'esprit, informez-vous. Plus que jamais on a accès à ces informations-là, évidemment, faites attention à vos sources. Ça, on l'apprend, je pense, dès notre premier travail au primaire, là, de coter les sources puis d'être sûr qu'on prend les sources des bonnes places. Comme people, gardez cette attitude. Radio-Québec, c'est pas une bonne source. Ben, je veux pas quoi, puis je veux pas mettre personne dans... Tu sais, c'est pas ça mon point, puis on n'est pas là pour débattre de qui quoi, là, on fera pas la petite liste parce qu'on pourrait... et rire et avoir peut-être des débats, mais essentiellement, assurez-vous de ça. C'est une des premières choses qu'on a la chance d'apprendre dans notre système d'éducation. Continuez en ce sens-là. Continuez à vous informer. Puis honnêtement, dans la vie, c'est pas toi qui crée tes opportunités, personne d'autre va le faire. Puis peut-être qu'en tant que femme de communauté ethnique, je l'ai peut-être plus ressenti dans mon parcours. Mon père m'a toujours appris d'être... Tu sais, si on veut pas t'entendre, be loud about it, puis sois là, puis fais ta place, puis si quelqu'un, tu sais, y a personne qui va te la donner, tu sais, faut que tu... Fait que ça a donné que je suis grande gueule, ça a donné que je parle encore plus fort que les autres, puis que j'ai dû... Ça fait des bons avocats? Ben,
I guess. Mais encore là, en passant, c'est pas parce que... Ça veut dire bibliothécaire, ça, c'est juste un problème. Honnêtement, même là-dessus, pour devenir avocat, t'es pas obligé d'être une grande gueule. Hein. Fait que, je veux que les gens sachent que si c'est un domaine qui les intéresse, ils peuvent certainement y aller puis s'intéresser à ça aussi. Ben oui. Parce qu'on est que 10% de plaideurs en passant, puis c'est pas tous les plaideurs qui ont nécessairement mon attitude un peu... bon, vous la décrire comme vous voudrez, là, mais essentiellement, c'est ça. Fait que je vous encourage à vous intéresser, à créer vos opportunités, mais surtout et aussi, puis on le sait, je pense que c'est une évidence dans notre monde d'être humain, sachez bien vous entourer, puis vous entourer des bonnes personnes autour de vous. Puis si vous n'avez pas la chance d'avoir, par exemple, papa, maman à vos côtés ou quelqu'un d'autre, allez, on est tous connectés. Allez vous chercher une inspiration, allez vous coller à quelqu'un qui va pouvoir vous amener à faire du bon en étant la meilleure version de vous-même qui est positive. Puis je pense que peu importe le fil dans quoi vous allez aller, vous allez trouver votre place. Là. Ouais. J'ai adoré notre entretien. Merci beaucoup, Thomas. C'est très, très, très apprécié. Yeah. Merci. Yeah.